Salut à toutes et tous, bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures de stream les mercredis et jeudis soirs pour décrypter l'actu avec au programme le temps de prendre le temps, de poser ses valoches sur les sentiers très encombrés de l'actualité, une pause pour décanter la mécanique du monde et de mettre de la raison dans la passion. Bienvenue à toutes et tous au programme de ces 2 heures, la sortie du dernier opus de Call of Duty, ça commence bien, dont on se dit qu'il est peut-être le meilleur de toute histoire de la franchise. Puis on ira en Espagne dans la région de Valence où des inondations meurtrières ont semé le chaos et tué plus d'une soixantaine de personnes. On va parler changement climatique, aménagement du territoire et aléas climatiques. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous explique tout de même. Vous notez qu'on traite cette actu en deuxième partie. On a un peu géré l'urgence. C'était compliqué de changer. La logique journalistique veut plutôt qu'on ouvre avec ce qui relève de l'actu qui n'est pas de l'actu magazine. Aujourd'hui, on le fait à l'envers et je vous prie de m'en excuser. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h05, passé de 26 secondes à Paris. Il doit être à peu près la même heure à Montpellier, Nantes et Tourcoing. Il est déjà demain à Taïwan. On file dans le game du gain. On va sommer des clochettes des franchises qui marchent et qui durent. On va parler de Call of Duty, Black Ops 6, dont on dit, c'est ce qui se murmure en tout cas, que c'est peut-être le meilleur de la franchise. La guerre froide est terminée. Je pense qu'il prépare quelque chose de spectaculaire. Quelque chose qui sèmera la terreur. La coalition a lancé l'opération contre Saddam Hussein il y a 2 semaines. Elle détruit un maximum de cibles stratégiques depuis les airs. Maintenant. À toutes les unités, feu à volonté. C'est une arme biologique. Et il laisse Saddam mettre la main dessus. C'est pas ton ami? Je t'ai dit de l'éteindre! La nature de l'ennemi est désormais incertaine. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ils vous tueront tous dès qu'ils en auront l'occasion. Il est grand temps qu'on ait une petite discussion. Précommandez l'édition coffre d'armes dès maintenant. Le talk de France Info l'a presque testé pour vous. Je dis presque parce que je crois que le dernier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était le serpent sur mon Nokia. Donc je suis un peu une grosse arnaque. Mais vous l'avez peut-être eu entre les mains. Et vous allez nous dire dans le chat ce que vous en avez pensé. On attend vos retours. Et en attendant, pour en parler bien mieux que moi, mais justement, en général, les gens qui n'y connaissent rien posent de bonnes questions, des questions un peu bêtes, mais qui sont pas si bêtes. Pour en parler avec moi ce soir, Tanguy Toussaint. Salut Tanguy. Salut Ludo, comment ça va? Ça va bien. T'es journaliste chez Les Numériques. Absolument. En face de moi, à tes côtés, Vanessa Chicou. Salut Vanessa. Hello tout le monde. T'es vice-présidente de l'association Afro-Gameuse. Tu présentes les focus jeux vidéo. Exactement. Et à tes côtés, et toujours en face de moi, Max Cagnard. Salut Max. Bonjour Ludo. T'es journaliste indépendant chez jeuxvideo.com, notamment gamecult.com. T'es aussi l'auteur du podcast Sous le Cagnard. T'es youtubeur aussi. Exactement. C'est à peu près. Ouais, j'ai plein de casquettes. C'est à peu près tout ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah, salut à tous Bien les joué. 3. Salut aussi à Kyle, salut à Blackwin, salut à Sergio, salut à FX, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On va peut-être commencer sur le rétexte. Les militaires parlent comme ça, c'est le retour d'expérience. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous y avez joué? Tanguy, toi, je sais que t'as touché à ça. Hein. Ouais. Non seulement j'y ai joué, mais en plus, il m'a pris beaucoup de mon temps, bien plus que ce à quoi je pouvais m'attendre. Dans la mesure où Call of Duty, c'est quand même une licence qui est bien installée depuis très très longtemps, qui n'a presque plus rien à prouver et qui peut décevoir facilement, on va dire. Et les dernières années, j'avoue qu'en ce qui me concerne... J'avais fait le même stream l'année dernière et les gens étaient déçus. Bah voilà, c'est exactement la même chose. Donc moi j'étais très déçu pour eux aussi. Ouais. Et là, le jeu m'a chopé, m'a tenu par la gorge et m'a empêché d'aller faire autre chose, alors que j'ai beaucoup d'autres choses à faire dans ma vie, même rien qu'en termes de jeux vidéo. Et en fait, non, ce Call of Duty, notamment en mode multijoueur, pour plein de raisons dont je vous parlerai tout à l'heure, il a réussi à me tenir et à me maintenir. Et en fait, j'y pense très régulièrement. Et je ne fais pas juste mes missions du jour, mais je continue bien 2-3 heures après avoir fait mes missions du jour, ce qui est un excellent signe. Bien joué. Vanessa, toi, tu n'y as pas joué du tout? J'ai pas du tout joué. En plus, moi, à la base, je suis pas très FPS. Alors, c'est pas que je n'aime pas les FPS, c'est que je suis très très nulle. Et je ne sais pas tirer et me déplacer. Donc, quand tu fais un on va y revenir. Peut-être que ça va compliqué. il y a peut-être que le dernier opus va peut-être te convaincre. Ouais, et surtout, en plus, moi, à la base, je suis une ancienne joueuse de Counter-Strike. Donc, grosse licence, enfin, ancienne grosse licence aussi. Et comme je disais à Max tout à l'heure, à cause de Counter-Strike, j'ai arrêté de jouer
jouer en multi et de jouer avec des gens parce que c'était très compliqué pour moi quand j'étais adolescente. Mais de voir le trailer, de voir un peu, enfin les gens m'ont clairement hypé sur le jeu et juste pour le mini mouvement, j'ai envie de tester Call of. Je vois que dans le chat, il y a Jérém qui nous a rejoint à la modée. Salut, cher confrère. Il y a Adadi aussi qui nous a rejoint. Salut Adadi. Max, toi, retour d'expérience? Alors, pour être très honnête, je n'ai pas encore pu jouer au jeu comme je le voudrais, parce que, on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas mal de casquettes. Donc là, pour l'instant, pas possible. Mais le code m'attend, le jeu m'attend. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je joue à tous les Call of Duty chaque année. Et d'ailleurs, c'est toujours impressionnant de voir à quel point c'est un événement qui arrive systématiquement chaque fin d'année, et ça dure comme ça depuis plus de 20 ans. Donc on pourrait penser qu'il y aurait une lassitude, mais bah non, en fait c'est toujours la même histoire. C'est un marronnier du jeu vidéo et un rouleau compresseur exceptionnel. Donc je connais très très bien la saga, parce que c'est quelque chose à laquelle je joue depuis toujours, si tu veux. Donc là je vais juste prendre le temps d'aller explorer ça comme il se doit. Bon, qu'est-ce que t'en attends alors, puisque tu n'as pas joué? Qu'est-ce que j'en attends? Ouais. Alors non, j'ai deux questions. Est-ce que tu faisais partie des déçus l'année dernière? Est-ce qu'à la même place, dans mon stream de l'année dernière, consacré à la dernière sortie, est-ce que tu aurais fait partie des déçus? Absolument. Ouais. Immense déception. Je pense même d'ailleurs, c'est une bonne question, parce que c'est sans doute ma plus grosse déception de toute la saga, qui s'explique d'ailleurs, parce que quand on s'intéresse un peu à l'histoire du développement du jeu de l'année dernière, qui s'appelait donc Modern Warfare 3, bon, il y a on pourrait le qualifier presque d'arnaque, en tout cas d'extension maquillée, qui a été quand même vendue plein pot. Donc non, c'était une déception qui s'explique avec des déboires de développement, etc. Donc en vrai, déjà, je peux pas être plus déçu cette année que ce que j'ai eu l'année dernière. C'est sûr et certain. Et il me semble aussi que Black Ops 6, ça fait 4 ans qu'il est en développement au sein de Treyarch, même s'il y a aussi la collaboration de Raven Software pour la campagne scénarisée, etc. 4 ans de développement sur un Call of Duty, je crois bien que c'est un record. Et rien que ça, déjà, ça suscite énormément la curiosité, c'est sûr. Et juste pour revenir sur Modern Warfare 3, en fait, c'était tellement une extension déguisée que les succès du jeu, donc les trophées qu'on débloque sur les différentes consoles, étaient une sous-catégorie de l'ancien Modern Warfare. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un jeu dédié. C'est pour dire à quel point est-ce qu'en fait, on avait cette sensation que ce jeu, c'était une extension, mais qui ne portait pas bien son nom, en réalité. Si bien que, bon, après, là, ils ont réussi à uniformiser le tout, mais quand on lance le Call of Duty, en tout cas sur PC, c'est un seul lanceur, et dedans, tu as le menu avec Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone, et désormais, donc, Black Ops 6. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré, par rapport à ce que vous dites, et c'est vrai qu'effectivement, il y a eu beaucoup de déceptions sur dernier Call of, mais il y a un socle de joueurs et de joueuses qui est tellement grand. En fait, même si on est déçu, on y retourne, et les gens l'attendent, et les gens jouent, et là, en plus, il y a un effet assez positif, et les gens sont agréablement surpris. Donc, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que même si la qualité du jeu elle est pas au rendez-vous, le socle il est tellement là, il est tellement fort que heureusement que la nouvelle licence, en tout cas le nouveau jeu est très très bien, et ce qui fait que les gens sont un peu réconciliés avec Call of. Et en plus, comme c'est le premier jeu finalement qui est sorti depuis le rachat d'Activision Blizzard, donc ça veut dire que Call of est maintenant aussi accessible avec l'abonnement sur le Game Pass, et ça va ouvrir aussi d'autres horizons et permettre à des joueurs typiquement comme moi, où j'entends parler de Call of depuis 20 ans et je n'ai pas envie d'y jouer, mais là d'avoir vu un peu comment ça se passe, d'avoir vu tous ces échos, je me dis franchement si j'ai le Game Pass, potentiellement je vais tester et je vais l'acheter. Donc là on est clairement sur une stratégie qui, on ne sait pas si elle va être payante, mais en tout cas là on est en train de voir qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière par rapport à Modern Warfare 3? Il y a plein de choses qui ont changé. En fait, quand Max parlait tout à l'heure des 4 ans de développement, j'avais pas cette information, mais ça me surprend même pas. Et en fait, c'est plutôt... C'est tellement... On le ressent assez rapidement, sur aussi bien du détail que sur des choses un peu plus prévisibles. Concrètement, un solo de Call of Duty, c'est vraiment difficile qu'il déçoive. En réalité, même si l'an dernier, il y a eu des points de déception parce qu'ils ont essayé de rajouter des aspects du mode Warzone, c'est-à-dire un peu des cartes ouvertes, etc., dans le jeu, qui fonctionnouillaient ou même qui fonctionnaient pas trop. Je suis gentil. Là. Ils ont comblé le vide, surtout, je pense. Ils ont comblé le vide de fou. Là, la campagne, souvent les Black Ops sont quand même salués pour leur niveau scénaristique de campagne, d'implication et leur mise en scène, ça c'est Call of Duty. Je pense qu'il faudrait que tu expliques un peu tout ce qui est campagne et tout pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent et qui ne connaissent pas. Il y a moitié-moitié dans le chat. Il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui jouent pas du tout, et qui sont venus plutôt pour les inondations en Espagne. Bon, vous patientez un peu, ce sera à 18h, mais restez avec nous parce que c'est intéressant aussi.
Peut-être qu'on vous donnera envie d'essayer le jeu. Hein, Bah d'ailleurs, oui, il va sans ça doute. qui est dans le Bah Game Pass. oui. Alors, Tu m'as donné concrètement- presque envie au téléphone, tu vois. T'as vu Concrètement, Call of Duty se divise aujourd'hui en 4 grands segments. En fait, il y en a 3 dans tous les Call of Duty et dans les Black Ops, il y en a 4. Premièrement, il y a la campagne, donc qui est une histoire scénarisée avec des personnages qu'on incarne, qui fait avancer une histoire précise, qui en général fonctionne plutôt bien, même s'il y a quelques exceptions, notamment l'année dernière. Deuxièmement, et ça c'est le cœur du jeu sur le long terme, le premier cœur du jeu, parce qu'il y a 2 cœurs, vous allez voir, c'est le multijoueur. Le multijoueur, donc c'est le multijoueur compétitif où on est soit par équipe, soit chacun pour soi, à faire du match à mort par équipe, à faire du recherche et destruction, c'est divers modes de jeu, ce genre de choses. Bref, à faire notamment du gunfight ou de l'escarmouche, notre mode préféré à Max et moi. Ouais, Et puis, donc, deuxième cœur, il y a ce qu'on appelle Warzone. Ils avaient fait une tentative il y a quelques années avec Black Ops 4. Ils ont appelé ça... ça s'appelait... Je me souviens plus. mais- Blackout. Blackout, exactement. Et donc, Warzone, en gros, c'est un battle royale. Pour pouvoir situer pour les gens qui nous regardent, c'est comme Fortnite. Donc, c'est-à-dire qu'on est largué dans une grande carte et on doit, grosso modo, hein, la règle de base, être les derniers à survivre, soit la dernière équipe, soit la dernière personne. Et donc, ça, c'est devenu un des moteurs du jeu. D'ailleurs, c'est un mode de jeu qui est gratuit, hein, totalement gratuit, qu'on peut télécharger, même sans avoir ni Game Pass, ni acheter la licence du jeu. Et puis, le quatrième, donc qui est le dernier tiroir qui est propre à Warzone, c'est le mode zombie. Le mode zombie qui a son socle Ops. de fans Ouais. chaque année et ils arrivent à l'enrichir, sachant que ce mode-là est parti à la base d'une blague entre développeurs. Ils se sont dit, waouh, en fait, on s'amuse vachement bien dessus, on va le rendre accessible à tous. Et puis là, c'est revenu parce que je crois que ça avait disparu pendant un moment. En fait, ça disparaît dès qu'il y a des Modern Warfare et ça revient, enfin, ça disparaît dans les autres épisodes de la saga, mais dès que c'est un Black Ops, en général, il y a du mode zombie. Donc, Bon, il y a Cal qui demande c'est quoi le mode zombie. Il faut que tu expliques ce que c'est. le mode zombie, en gros, le Kai. c'est un mode dans lequel on incarne des personnages et on doit survivre à un assaut incessant de zombies qui arrivent, avec des zombies un peu spéciaux. En gros, c'est une invasion de zombies. On est dans un endroit qui est, comment dirais-je, Confiné. Comment Confiné, voilà. On doit mettre des protections pour empêcher l'avancée des zombies. On améliore nos armes pour être plus efficaces. On débloque quelques pouvoirs et ils mettent quelques easter eggs, donc quelques petits clins d'œil un peu partout. Et en plus, ils ont réussi à créer une sorte d'histoire scénarisée au fur et à mesure dans le truc. Et c'est un mode qui fonctionne très très bien pour de la détente pure. Entre amis, c'est de la coopération uniquement. Hein, donc c'est-à-dire qu'en général, on est 4 face à des vagues de zombies et le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Sachant qu'à chaque fois qu'on meurt, du coup, on repart à zéro. Hein. Donc il y a toujours cette volonté presque de compétition d'aller toujours plus loin à chaque nouvelle partie. De toute façon, c'est une machine qui est extrêmement bien huilée, Call of Duty. Hein. Ils connaissent par cœur leur mécanique de jeu et on ne peut pas s'attendre à une révolution chaque année. En fait, c'est pas possible. Déjà parce qu'on est enfermé dans un carcan qui génère énormément de ventes. Je veux dire, Call of Duty, chaque année, c'est généralement le jeu le plus vendu de l'année. Je sais pas si on se rend bien compte. Ça fait combien à peu près? Ça va entre 20 et 30 millions d'exemplaires. énorme. Je sais qu'au total, en tout cas, c'est plus de maintenant 430 millions de jeux vendus. Donc, si le jeu vidéo est aujourd'hui la plus grande industrie devant le cinéma, mais alors loin devant le cinéma en termes de revenus, et très loin devant la musique, c'est grâce à des piliers comme ça, comme Call of Duty. Donc, c'est dur d'attendre des révolutions chaque année. Par contre, on peut s'attendre à du peaufinement. Énormément. Et j'irais même un peu plus loin que toi, Max, c'est que, Ouais. en fait, moi j'avais fait un reportage il y a longtemps, à l'époque où j'étais chez TV5 Monde, sur l'industrie du jeu vidéo, et à l'époque, donc en 2017, l'industrie du jeu vidéo, c'était plus que le cinéma et la musique combinés, Oui. multipliés par 2. En termes d'industrie. Je en pense que termes c'est de- peut-être toujours le cas. Ouais. Je C'est pense que encore c'est le peut-être cas. toujours le cas. Ouais, c'est encore le cas. Et effectivement, Call of Duty, on peut pas en attendre une révolution à chaque fois. Par contre, on peut s'attendre à être déçu à chaque fois. C'est ça qui est presque difficile et triste, parce que comme Max dit, c'est tellement bien rodé qu'au final, tu te demandes, mais comment ils vont faire pour améliorer les choses? Eh bien, avec celui-là, sur le cœur même du jeu vidéo, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gameplay, donc ce qui détermine la façon dont on se déplace, la façon dont on vise, dont on tire, la façon dont les ennemis vont être éliminés, eh bien ils ont changé suffisamment de choses, parfois des petites révolutions. On parlait tout à l'heure, Vanessa parlait de omni-mouvement, et donc ça c'est des trucs qui font de gros changements, et puis il y a des plus petits changements. Un exemple tout bête, ce qu'on appelle le TTK, Time to Kill. Qu'est-ce que c'est que le TTK? Le TTK, c'est le temps qu'on prend pour descendre un ennemi en versus. C'est-à-dire, grosso modo, un TTK trop faible, c'est quand tu mets une balle, le gars il est déjà mort, donc en fait la personne en face n'a même pas le temps de réagir à une menace. Un TTK trop long, c'est quand il faut en mettre 20 pour tuer un adversaire. Là, le gars il a le temps de se retourner, tu dois vider un chargeur quasiment sur un ennemi, donc tu peux pas en enchaîner 2-3 de suite rapidement, à moins de pouvoir recharger entre deux. Et bien là, dans ce Call of Duty, ils ont réussi à fine-tuner, vraiment à peaufiner leur TTK pour que ça soit suffisamment rapide pour que si tu es très bon, tu peux tuer rapidement l'adversaire. Et en même temps, la personne qui se fait tirer dessus a le temps de réagir, de se retourner et de riposter face à une attaque d'un adversaire. Donc ça, c'est le genre de petits détails. Et puis, il y a de plus gros détails qui ont changé, notamment l'omni-mouvement.
dont on parlera dans un petit moment, ou même maintenant, quand vous voulez. Ouais, tu peux en parler. Je pense que du coup, alors moi, tu seras mieux placé que moi pour en parler, mais ce système omnidirectionnel, en tout cas, qui permet du coup de se déplacer d'une manière extrêmement fluide, encore plus fluide qu'auparavant, et pourtant ça me paraissait pas très rouillé auparavant, parce que comme tu dis, c'est connu justement pour être, pour avoir dynamique, extrêmement dynamique, hyperactif même, sous adrénaline. Et donc là, on peut vraiment glisser, sauter, etc. dans toutes les directions et enchaîner des combinaisons de façon très spectaculaire, presque hollywoodienne en fait. Hein. Et apparemment, ça marche très très bien. Ça marche très très bien pour plusieurs raisons. Alors, l'omni-mouvement, pour faire très simple, déjà, ils ont changé un petit truc qu'il n'y a pas souvent dans les FPS. Les FPS, donc les jeux de tir en vue subjective, comme on peut le voir à l'image là, c'est que souvent, quand on court, quand on sprint, on peut courir vers l'avant. Par contre, les côtés ou vers l'arrière, on va plus trottinouiller gentiment, on va marcher vite, on va dire. Là, ils ont fait, on ne sait pas pourquoi ça avait été inventé avant, mais en gros, tu peux sprinter dans toutes les directions, devant, derrière, sur les côtés. Donc déjà, tu gagnes en vitesse, en dynamisme. Forcément, ta visée en sera amoindrie, mais en tout cas, tu gagnes en dynamisme. Deuxièmement, avant, dans les Call of Duty, ils avaient rajouté donc les glissades, qui permettent de courir et de glisser pour pouvoir essayer de surprendre son adversaire au coin d'une pièce, par exemple. Et bien là, ils ont rajouté aussi le plongeon, qui fait que quand on plonge, on peut vraiment se retourner dans le ciel, comme si, comme dans, je sais pas moi, Matrix ou bien Max Payne, par exemple, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo comme ça. Alors le temps va pas ralentir, hein, mais en tout cas, on a cette sensation de liberté. Ce qui fait que, typiquement, pour ceux qui connaissent, il y a un type d'adversaire dans les jeux FPS, notamment dans les Call of Duty, ils sont très populaires là-dedans. On appelle ça les campeurs. Un campeur, c'est quoi? C'est un gars qui va planter sa tente quelque part, qui va rester au même endroit et qui va attendre que les gens débarquent et il va leur tirer dessus quand ils débarquent. Et donc, en général, comme il s'attend à ce que toi, tu débarques de la porte, par exemple, qui est là, eh bien, simplement, c'est lui qui bénéficie de l'effet de surprise sur l'adversaire. Là, comme on sait qu'il y a un gars qui peut camper dans un endroit, eh bien, on peut arriver soit en glissant, soit en courant, soit en sautant, soit en plongeant, et donc surprendre la personne, parce que, en fait, si on arrive en glissant, il faudra qu'il vise en bas, si on arrive en plongeant, il faudra qu'il vise un peu plus haut à l'horizontale. Donc, en gros, ça donne plus de possibilités offensives, et aussi défensif finalement, parce que l'autre gars il s'attend à nous arriver. Donc c'est très très cool. Et c'est Maureen qui dit c'est toujours 4 heures de jeu la campagne. Alors, j'ai pas fini la campagne encore, mais je sais de sources sûres, parce que moi j'ai plein de, et Max aussi d'ailleurs, et Vanessa aussi d'ailleurs, plein d'amis, collègues, etc. qui l'ont déjà fait, qui disent que la campagne est relativement longue pour un Call of Duty. En mode normal, j'ai lu que c'était entre 6 et 8 heures, ce qui est plutôt pas mal. C'est une norme, je pense, hein, tu me diras. Comment ? C'est une norme, je pense. Ouais. Mais tu sais, les derniers, genre, je sais pas, les 2-3 derniers, c'était 4 heures en mode normal, c'est plié. Ouais. Là, simplement. En plus, moi, je joue en mode vétéran, donc c'est difficulté la plus élevée, donc ça me prendra pas 6 heures. Non, ça me prendra un peu plus. Je pense que je vais mourir souvent. Je pense que plus long c'est pas forcément nécessaire pour ce genre d'histoire. Déjà parce que c'est extrêmement écrit, c'est très très hollywoodien. Je reprends le terme parce que ça correspond merveilleusement bien. Que c'est extrêmement intense. Qu'est-ce qu'on vend comme scénario là ? Alors là, du coup, oui, d'ailleurs, on peut parler du contexte du jeu qui nous emmène cette fois-ci dans le cadre de la guerre du Golfe. Donc on est dans les années 90. La guerre froide, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est exactement ça. Et les Black Ops se plaisent toujours à visiter différentes décennies et différents conflits et nous emmener dans les histoires un peu sordides, gouvernementales, etc., etc. Et toujours avec plusieurs points de vue, parce qu'on incarne parfois un Américain, parfois on peut incarner un Russe, on peut incarner quelqu'un d'une autre nationalité. Et donc c'est très très cinématographique presque, j'ai envie de dire, dans l'approche scénaristique. Et un Call of Duty avec cette intensité-là de 15 heures, est-ce que finalement t'en viens pas à faire une overdose ? Moi, ça me va très très bien parce que finalement c'est un jeu que tu peux faire, tu prends ton pied. Honnêtement, c'est généralement les Black Ops sont bien écrits en vrai. T'as une histoire qui est Vu qu'ils prennent pour base de départ des événements réels, je sais pas moi, la baie des cochons, ce genre de choses, en général, les Black Ops, souvent, on te prend un pan de l'histoire qui est réel, avec parfois des images d'archives qui sont implémentées dans le jeu. Là, on entendait qu'il parlait de Saddam Hussein, enfin bref. Et à partir de là, en fait, ils développent des scénarios un petit peu alternatifs, des what if, disons, et moi j'adore ce genre de choses, donc des sortes de contre-utopies, de dystopies qui donnent du sel en fait au scénario global du jeu, et ça nous permet d'avoir un truc qui est assez bien écrit. Et d'ailleurs Black Ops en a fait presque sa signature. Quand le premier Black Ops était sorti à l'époque, les gens se sont dit mais quelle fin. Ouais. C'est ça, et moi je me posais la question, est-ce que c'est pas finalement ça qui fait que les Black Ops tirent leur épingle du jeu par rapport aux autres, parce qu'il y en a plein en fait, des FPS, il y en a énormément. Et pourquoi il y a cet engouement au-delà du gameplay et de la technologie? Je pense qu'il y a aussi une finesse dans l'écriture qui fait que les gens en fait ont envie, c'est complètement dans l'immersion et ont envie d'y jouer à fond, quoi. Absolument. Les Black Ops, dès le premier, il y a deux choses qui les a fait se détacher. Alors,
Le scénario, on va dire qu'il y en avait certains anciens, notamment les anciens Modern Warfare. Je pense à Modern Warfare de 2006 et Modern Warfare 2 surtout. On se rappelle tous de la mission Pas les Russes de Modern Warfare 2, qui était une mission assez intense, émotionnellement parlant, assez difficile. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait ? Alors en fait, c'est une mission dans laquelle on incarne quelqu'un. Ça fait marrer Max. Alors, Vas-y, je te laisse raconter. Tu veux ? Vas-y, c'est un peu chaud. C'est sans doute un des plus grands bad buzz de l'histoire du jeu vidéo. C'est une mission dans laquelle on incarne un agent qui est infiltré au sein d'un groupe terroriste, et ce groupe terroriste en fait va devoir s'infiltrer dans un aéroport et littéralement assassiner tout le monde. Et nous, en tant que joueurs, on est impliqué dans cet attentat, et c'est un attentat qui en fait est forcément, bien sûr, qui est un attentat, mais forcément ça fait polémique. Et évidemment, le but n'est pas d'appuyer les propos de l'attentat, puisqu'après c'est quelque chose que tu vas déjouer toi-même. Et oui, c'est quelque chose qui avait fait couler énormément d'encre et qui reste finalement une des missions les plus emblématiques et qui nous faisait tous revenir sur le propos de la violence dans le jeu vidéo, mais aussi comment on la traite et comment on la scénarise. Ouais, mais c'était quelque chose quand même d'assez marquant. J'ai pas envie de spoiler les gens qui auraient envie de se faire Modern Warfare 2 un jour, parce que rien que la toute fin de cette mission précisément, je peux me permettre de dire que juste c'est une sorte de coup de couteau dans le dos à la fois du personnage et du joueur qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui m'arrive. Donc en général c'est plutôt bien écrit. Donc il y a le scénario dans les Black Ops qui sort du lot suffisamment, en plus le point d'ancrage basé sur la réalité, etc. Souvent dans les Call of Duty, le point d'ancrage peut être basé sur la réalité. Je pense à Call of Duty 2 avec le débarquement allié, ce genre de choses. Mais quand on pense à un Call of Duty Modern Warfare, ça va prendre des choses globales de ce qui se passe dans le monde. Par exemple, typiquement, ça va pas prendre un point d'ancrage réel comme la baie des cochons, ce genre de choses. En revanche, ça va dire, le contre-terrorisme. Point. C'est ça le point d'ancrage. Pour faire très, très, très vulgaire et très simple. Black Ops, donc il se détache parce que le point d'ancrage, lui, est basé sur la réalité. Après, ils partent un peu partout, mais c'est très bien parce que c'est bien écrit. Et le deuxième truc, c'est le mode zombie. Et puis surtout, ils ont implémenté plein de mécaniques dans le multijoueur qui a peut-être moins frustré certains joueurs. Un exemple tout bête, c'est que dans Call of Duty, quand on enchaînait les frags, donc les frags, c'est le fait de combattre quelqu'un, de tuer un adversaire en multijoueur, on gagnait ce qu'on appelle des kill streaks. Ça portait bien son nom. Un kill streak, c'était simplement le fait que tu tues 3 personnes, tu débloques un avantage, t'en tues 5, tu débloques un autre avantage, 7, etc., etc. Ils ont remplacé ça avec le premier Black Ops par ce qu'on appelle les score streaks. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de tuer des gens. Tu joues tes objectifs. Donc si tu arrives à tenir un point pendant suffisamment longtemps, tu vas débloquer ces avantages. Donc ça, c'était déjà une première partie du fine-tuning qui ont été finalement gardés dans d'autres Call of Duty par la suite qui ne sont pas des Black Ops et qui sont sublimés à mesure que le temps passe. Et sur le dernier, effectivement, ils ont réussi leur quoi là-dessus. Il y a Corpi dans le chat qui dit est-ce que depuis 2020, les Call of ne se vendent pas aussi beaucoup grâce à leur mode de jeu Warzone ? Car même s'il est gratuit, nombreux joueurs achètent la version payante juste pour débloquer les personnages et les armes aussi et font pas forcément la campagne en fait. Oui, je pense qu'en fait, Call of Duty est maintenant aussi un jeu qu'on appelle un jeu service. Donc c'est un jeu qu'on entretient sur la durée. Alors même si on a un épisode chaque année qui est vendu plein pot, à côté, on a Call of Duty Warzone qui est ce mode Battle Royale qui lui est totalement gratuit mais qui est quand même lié à chaque épisode. Et donc quand un nouvel épisode payant sort, Warzone est souvent mis à jour avec des liens qui se font et des liens parfois payants effectivement. Il y a le Season Pass, donc un pass de saison. C'est une mécanique qui est maintenant assez courante dans le jeu vidéo depuis quelques temps. En gros, qui fait se poser des questions. Oui, on peut en parler, et donc qui est une extension que tu vas payer et qui va t'obliger à jouer sur la durée pour débloquer des objets cosmétiques, genre un vêtement ou un skin pour ton arme, ce genre de trucs là. Et donc ça, c'est ce Season Pass, il fonctionne à la fois pour le jeu payant et à la fois aussi pour le jeu gratuit. Donc tout ça, c'est un espèce d'écosystème Call of Duty qui marche très très bien. Je pense même pas que ça faiblit tant que ça en fait. Je pense pas non plus, d'autant que en fait dans Warzone on peut s'amuser en faisant des parties de Battle Royale tranquillement, et puis quand on achète le Call of Duty de l'année, on va débloquer des choses qui sont liées à ce Call of Duty là. Par exemple des personnages, on a vu Troy Marshall par exemple tout à l'heure, des personnages qui sont dans le jeu de base, que tu peux débloquer pour incarner dans Warzone. Donc quand tu t'attaches un peu au personnage, ils ont en plus souvent des mouvements un peu signatures. Les mouvements signatures, ça fait quand même un peu le sel, tu as envie d'avoir certains mouvements. Donc tu te dis, allez, j'ai passé 100, 120 heures dessus, je peux mettre quelques sous, 12 € dans un Season Pass, pour pouvoir... En tout cas, personnellement, c'est vrai que c'est comme ça que je réagis. Quand je passe beaucoup de temps sur un jeu gratuit, je me dis, bon, allez, je peux me permettre de mettre un petit peu d'argent. Et donc, quand tu as acheté le jeu pour jouer au multi ou pour jouer au solo, souvent, ils essaient de mettre beaucoup d'efforts sur le multi, parce que les mécaniques du multijoueur, alors on parlait de l'omni-mouvement tout à l'heure, ce n'est pas encore dans Warzone, mais quand Warzone va être mise à jour avec une saison qui est en corrélation avec la sortie de Black Ops 6, l'omni-mouvement, il sera, et il y a plein de choses qui seront, ils vont sûrement créer de nouvelles cartes exprès pour ça, etc., etc. Vanessa, tu voulais ajouter un truc là, il y a 1 minute, je crois, je t'ai vu.
Non, c'était juste avant quand on parlait justement de tout ce qui est le jeu service et qui commence à dater maintenant. Ça fait au moins 5-6 ans, voire plus, qu'on a ce phénomène-là. Et c'est compliqué dans le sens où quand tu joues à plein de jeux, tu dois être systématiquement en train de t'abonner, d'acheter en permanence, et ce qui fait que il y a plein de problématiques qui arrivent en ce moment avec le fait qu'il y ait énormément de jeux sur le marché, qu'on a du mal en fait à pouvoir jouer à tout ce qu'on veut, qu'on doit dépenser tout le temps en fait quand tu veux jouer, et je sais qu'il y a pas mal de joueurs et de joueuses qui se posent des questions sur où est le plaisir maintenant, parce que tu as une frustration qui est permanente quand tu te retrouves à toujours dépenser. T'achètes un jeu, en fait, t'achètes pas juste un jeu et t'y joues. En fait, tu dois à chaque fois, tous les 6 mois ou même avant, rajouter un peu d'argent pour pouvoir continuer à jouer à ces jeux-là. Et après, on sait très bien, c'est une mécanique qui est mise en place pour plein de raisons, mais qui, des fois, oublie un peu l'essence même du jeu et des joueurs et des joueuses. Michael qui dit, c'est souvent très cher, c'est trop cher. Enfin, après, c'est une question de point de vue. Mais, je suis un peu modéré là-dessus. Non, mais c'est une question, ça peut. En fait, je suis modéré ça pour dépend des moyens de chacun, évidemment, mais on va dire pour un joueur moyen. En vrai, au-delà des moyens, là, on est entre. Qui est un joueur moyen, d'ailleurs. En fait, faut quand même garder en tête que le gros du jeu vidéo, ça va être quelqu'un qui va acheter 2-3 jeux par an, en fait, en réalité. Alors, nous, on est des passionnés, on joue à beaucoup de jeux. Je peux comprendre que moi, personnellement, la problématique du temps, je l'ai absolument tout le temps. Call of Duty me prend beaucoup trop de temps parce qu'en fait, le jeu est relativement trop bien par rapport à ce que j'en attendais. Mais t'es un enthousiaste, en fait. Comment ? T'es un enthousiaste. Ouais, vraiment. Je m'amuse bien, donc j'y joue. Mais en fait, beaucoup de gens vont. En tout cas, moi, à une époque, j'ai travaillé à Micromania. Une époque dans ma vie, et il y a beaucoup de gens qui en fait chaque année vont acheter leur Call of Duty, leur FIFA. Si c'est une année où il y a un GTA ou bien un Red Dead, ils vont l'acheter. Et puis ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. La personne qui va lancer un Warzone, par exemple, elle a pas acheté Call of Duty parce qu'elle a entendu les critiques de gens comme Max qui disaient le Modern Warfare 3 il est pas ouf. La personne elle est déjà par exemple sur Warzone depuis l'année d'avant ou l'année encore d'avant. Elle s'amuse bien dessus. C'est gratuit. Donc en fait, ce qu'elle aurait peut-être investi dans un Call of Duty à entre 60 et 80 €, parce qu'aujourd'hui ça coûte plus cher un jeu vidéo aussi, il faut quand même l'avoir en tête, eh bien elle va peut-être le mettre dans un Warzone pour quelques saisons, et finalement, je sais pas si sur l'année ça lui reviendra pas moins cher pour le même plaisir de jeu. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je vois. Après, je peux comprendre parfaitement, parce que de toute façon, tout ce qui est lié au Season Pass et tout ce qui est lié au jeu service, le maître mot, c'est la rétention du joueur. Ils sont là pour tenir le joueur le plus longtemps possible, et ça se voit dans des mécaniques un peu sombres, où en fait, tu as cette impression, tu dis « Ah, ben en fait, c'est pas cher du tout, dis donc, je vais investir un peu », et en réalité, ils sont juste plus malins que nous. Mais après, tout à l'heure, Max parlait de 4 ans de développement sur le Black Ops 6. Ça coûte cher un jeu vidéo. Alors moi, j'ai pas envie de faire le défenseur des éditeurs, mais malgré tout, quand on prend du recul et qu'on voit le prix de la fabrication d'un jeu vidéo, et qu'on sait qu'une entreprise, c'est pas là pour ton bien, hein. L'entreprise, elle est là pour faire de l'argent. Faire du profit après. Elle est là pour faire de l'argent. Sinon, et bien, il faut qu'il y ait un association. retour. Mais oui, il faut un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement-là, en faisant un jeu qui est gratuit, eh bien, s'il n'y a pas de mécanique payante, fatalement, il n'existe pas. Donc, je ne veux pas les défendre, mais j'arrive juste en prenant du recul, j'arrive à comprendre pourquoi ça existe. Non, mais tu as tout à fait raison là-dessus, et je suis OK avec ça. Mais finalement, les publics qui vont jouer à Call of, c'est à peu près les mêmes publics qui vont jouer à certains, peut-être les plus jeunes, à Fortnite, à FIFA. En fait, tu as plein de jeux où tu as ce service. Ce qui fait que, tu vois, moi je suis plutôt une joueuse de jeux indé, et je joue rarement à des jeux services. Bah, effectivement, je vais acheter peut-être 10-15 jeux dans l'année, mais j'aurais acheté ces jeux-là et c'est tout. Parce que je sais que je n'ai pas à débourser de l'argent en permanence. Même si c'est des petites sommes, mais le fait de les cumuler, c'est là là où tu te poses des questions. Absolument, 100% d'accord avec toi. Il y a plein de petites questions dans le chat. Il y a d'abord Flippity, salut Flippity Fish, salut, qui dit qui sont les invités. Jérém t'a répondu, mais je vous les représente. Tanguy, voilà, 17h33, c'est l'heure d'articuler. Tanguy Toussaint, journaliste chez Les Numériques, Vanessa Chicou, vice-présidente de l'association Afrogameuse, présentatrice des Focus Jeux vidéo, co-présentatrice, pardon, et en face de moi Max Cagnard, journaliste indépendant chez jeuxvideo.com, gamecube.com, podcasteur sous le cagnard et youtubeur par ailleurs. Il y avait une question, je vais tenter de les prendre dans l'ordre. Il y a Corpi, salut Corpi, qui pose des tas de questions très très précises, mais on va les poser. Parce que justement c'est le moment. J'ai une autre question pour les experts, c'est vous les experts, les expertes. Est-ce que le départ de Bobby Kotick
thématique a été bénéfique pour les équipes de développement, de dev, ce qui leur aurait permis, par exemple, de faire un jeu plus orienté pour les joueurs et moins pour les actionnaires. Moi, j'ai pas compris la question. J'ai cru que vous l'avez compris. Je vous laisse répondre. Ouais. Je pense que, oui, de toute évidence, le départ de Bobby Kotick qui fait du bien à l'entreprise. Ça ne peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal. À la base. Alors, attendez, il faut situer pour l'arnaque que je suis. Hein. Non, mais c'était tout simplement le PDG d'Activision Blizzard. Donc, on parle peut-être du plus gros éditeur et donc une des entreprises les plus puissantes, je pense, de la culture moderne, en fait, tout court. Donc, c'est quelqu'un qui tenait son entreprise d'une main de fer et qui apportait aussi, je pense, une certaine toxicité d'entreprise. Il y a eu pas mal de déboires chez Activision Blizzard, beaucoup. Et Bobby Kotick en était à la tête et couvrait, étouffait certaines choses, etc. Donc, déjà, je sais tu parles de quoi était en roue libre. Il était en roue libre, on parle de toute façon d'un multimillionnaire qui licencie à tour de bras pour récupérer des dizaines et des dizaines de millions chaque année. Enfin, on est vraiment même dans la caricature du capitalisme absolu et du grand méchant américain PDG, quoi. Mais en vérité, c'est pas une très très bonne personne. On lui doit, je pense, malgré tout, pas mal de choses. Il a fondé un empire qui a apporté beaucoup de trucs, beaucoup de studios, etc. Mais bon, c'est quand même le départ du Bobby Kotick. C'était forcément une bonne chose, en tout cas pour, je pense, tous les développeurs qui étaient un peu poings et mains liés par une direction compliquée. Après, est-ce que son départ a eu un impact concret sur le développement de Black Ops 6 ? Je ne sais pas, en réalité. Et je pense qu'il faudrait attendre ce qu'on appelle un post-mortem, donc une sorte de documentaire a posteriori, longtemps après, pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça s'est passé. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce Black Ops, ce Call of Duty, même au-delà de la saga Black Ops, vraiment ce Call of Duty dans son ensemble, fait partie des rares Call of Duty qui a bénéficié d'un soin tout particulier, parce que j'ai presque envie de revenir très brièvement sur quand même l'histoire de Call of Duty et sur le fait que c'est un genre, il a créé son propre genre dans le FPS. Je m'explique. À la base, il y avait deux développeurs de renom qui s'appellent Vince Zampella et Jason West. Ils étaient chez Electronic Arts, un autre studio de jeux vidéo concurrent d'Activision Blizzard. Ils ont créé un jeu qui a fait un tremblement de terre qui s'appelait Medal of Honor. Donc c'est un jeu... Moi je connais. Tu connais Medal of Honor ? Ben oui, à l'ancienne. Et en fait c'est un jeu qui mettait l'accent effectivement sur le côté très hollywoodien, cinématographique, ce genre de choses. Ils ont fait quelques Medal of Honor, notamment Débarquement Allié, qui est d'ailleurs repris dans Call of Duty par la suite. Ils sont partis de chez Electronic Arts et ils ont fondé Infinity Ward, qui est un studio d'Activision Blizzard, pour créer le premier Call of Duty. Donc en fait, on doit Call of Duty à des gens qui sont issus d'une concurrence directe. Ils ont fait Call of Duty 1, Call of Duty 2, ils ont fait le 4, Modern Warfare 6, Modern Warfare 2, donc le 6e épisode. Et après, eux-mêmes sont partis en laissant un héritage un peu particulier, un héritage vénère en fait, de ouf, à la licence Call of Duty. Et là, ils sont partis chez Electronic Arts à nouveau, où ils ont créé Respawn, où là, ils font des jeux comme Titanfall ou bien Apex Legends, qui sont des jeux de renom. Mais avec leur héritage, en fait, les gens qui sont restés chez Activision, notamment des gens de ces Treyarch, ont commencé à sortir un peu leur épingle du jeu, parce qu'en réalité, à une époque, donc tu as eu Call of Duty 2, Infinity Ward, après tu as eu Call of Duty 3, j'ai oublié comment il s'appelait, c'est pas l'audatoire, c'est avant ça, bref, qui était fait par Treyarch, mais qui était mal aimé. Après le 4, Infinity Ward à nouveau, bam, tout le monde adore. Le 4, c'est l'un des Call of Duty les plus mémorables de l'histoire de Call of Duty. Après, bam, Call of Duty 5, Treyarch, bof, pas ouf. Le 6, Infinity Ward, tout le monde adore. Et après ça, en fait, Treyarch, ils sont partis, les fondateurs. Et Treyarch, en fait, a dû se dire, bon, comment on fait ? Et là, ils ont réussi à reprendre le flambeau avec Black Ops, à partir de ce moment-là. Donc, je sais pas du tout où est-ce que j'allais avec ça, mais en tout cas, tout ça pour dire que Call of Duty, ils ont laissé un héritage qui est bien huilé, et avec le temps qui passe, on a senti qu'il y a eu une volonté de faire les choses évoluer, notamment en 2019, où ils ont fait un remake du Call of Duty l'un des plus épiques de l'histoire, c'est-à-dire Modern Warfare, premier du nom, sorti en 2006 à l'époque. En 2019, ils ont refait un Call of Duty qui s'appelle aussi juste Call of Duty Modern Warfare, et c'était celui-là qui, moi, m'a réconcilié avec la licence que j'avais un peu abandonnée depuis Modern Warfare 2 et Black Ops un petit peu. Merci LCP Assemblée Nationale pour ton raid, on a 200 nouveaux copains, c'est super chouette. Bienvenue à toutes et tous. Alors là on parle de la sortie de Call of jusque 18h, après on fait un peu logique inversée aujourd'hui. On commence par le magazine et on fait l'actu après, c'est passé comme ça. Et après on ira faire un tour du côté de l'aménagement du territoire, après les inondations en Espagne. Salut les copains, faites comme chez vous, posez toutes ces questions que vous voulez, il y a Jérém qui vous répond dans le chat, et moi qui transmets vos questions aux invités. Bienvenue dans Talk de France Info. Il y a Volca, salut Volca, qui dit ouais c'est bien tout ça, enfin elle dit
mais ça veut dire ça. C'est quand on voit que le jeu digital est plus cher que le jeu physique, il y a quand même de quoi se poser des questions. Vanessa. Ou pardon, Max, tu voulais répondre, désolé. Je t'en prie, tu veux. Non, vas-y. Il est pas plus cher, en fait, il est vendu au même prix. Donc, pendant très longtemps, c'était 70 €. Maintenant, c'est 80 €, ça a augmenté. Mais t'as beaucoup de jeux, c'est pas que Call of, il y a plein de jeux. Tous les jeux, en fait. Tous les jeux, évidemment, ils en jouent. Il y a un énorme intérêt à avoir un jeu en physique. C'est que déjà, il t'appartient. Je veux dire, tu peux effectivement l'acheter en occasion, mais à partir du moment où c'est de l'occasion, c'est plus de l'officiel, si vous voulez. Donc, voilà. Et puis tu peux prêter, etc. Bon bref, c'est un autre sujet. Mais a priori, le jeu physique, il est vendu au même prix que le jeu dématérialisé. Après, pour l'éditeur, il a beaucoup plus d'intérêt à vendre un jeu dématérialisé, déjà parce qu'il n'a pas des coûts de production d'un jeu physique, avec un disque à produire, avec une boîte, etc. Et un coût de distribution, et puis une part qui va repartir à des gens au magasin, etc. Mais c'est vendu au même prix. Après, la tendance du dématérialisé, elle est évidente. Aujourd'hui, on a une nouvelle tendance de consommation qui est le Game Pass, par exemple. Donc là, ça change. On n'a plus besoin maintenant d'acheter Call of Duty 70 € ou 80 € à l'unité, mais on peut le retrouver directement dans le Game Pass Ultimate. Donc c'est un peu l'équivalent d'un Netflix pour le jeu vidéo, si vous voulez, que vous allez payer mensuellement. Et puis vous avez dedans plein de jeux vidéo et maintenant Call of Duty. Donc ça, c'est une énorme nouveauté. Ça n'a jamais été le cas auparavant. C'est ça, c'est la première fois. Comment dire, un game changer. C'est possible parce que Microsoft a pété les plombs et a racheté Activision Blizzard pour 64 milliards de dollars. C'est complètement dément. C'est le plus gros rachat de l'histoire de la tech et c'est pour faire des moves comme ça et essayer de détrôner, en tout cas essayer de rattraper son retard face à PlayStation, plateforme sur laquelle les Call of Duty sont les plus joués, en fait. Il y a Stéphane Keldan. Salut Stéphane. Et puis salut aussi aux autres. Pardon, je peux pas saluer tout le monde. Vous êtes d'un seul coup plus nombreux. Juste pour finir, par rapport à ce que disait Max, effectivement, le dématérialisé, ça ne touche pas que le jeu vidéo, ça touche plein de secteurs différents. On le voit très bien avec la musique, avec le cinéma. Et là où c'est très malin, en fait, le dématérialisé, et je fais partie de ces personnes-là, c'est que j'achète beaucoup plus de jeux qu'avant. Parce que c'est facile, je suis sur la plateforme, je suis sur le store et puis j'y vais quoi. Et donc c'est quand même une très bonne stratégie et surtout il faut vivre aussi avec les tendances et son temps. Et si on était uniquement resté sur des CD, etc., on aurait perdu énormément de public, on aurait perdu énormément de joueurs et de joueuses. Donc c'est important aussi de prendre ça en compte. Il y a trois aspects aussi qui sont supplémentaires dont les gens n'ont pas toujours conscience dans l'industrie du jeu vidéo. C'est que, alors premièrement, aujourd'hui, on se retrouve avec des jeux qui sont de plus en plus mis à jour, même au moment de la sortie. Ton jeu que tu as sur ton disque, c'est quand tu vas l'insérer dans ta machine. Voire même en early access, qui sont pas terminés. Exactement. Ton jeu, il aura des mises à jour pour être au niveau de finition au moment de la sortie, donc ce qu'on appelle le patch Day One en général. Bon, ça c'est un truc. Deuxième chose, c'est qu'en fait aussi, quand vous trouvez des jeux moins chers, en physique, souvent ça va être dans des plateformes. Ça va être chez Leclerc, Carrefour, Auchan, pour en citer plusieurs, pour ne pas faire de favoritisme. Et bien en général, le jeu vidéo que vous allez acheter à 54 € au lieu de 80 €, quand vous êtes dans le supermarché, souvent c'est un produit d'appel, c'est-à-dire que vous allez en profiter pour faire quelques courses, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le prix conseillé de vente, qui est à 80 €, qui est un prix qui est extrêmement élevé. Bien sûr, j'en conviens, mais si jamais on fait quelques analyses du coût de fabrication d'un jeu vidéo, on est loin de l'époque. Attends, là je vais parler à des gens comme Ludo. On est loin de l'époque de Street of Rage 2, mon cher Ludo. Incroyable. Parce que Street of Rage 2, c'était quoi? Street of Rage 2, c'était 20 personnes. Mais c'était quand ça? C'était alors vous là, 91, 91, je sais plus. Je suis né en 1985. Alors c'était à 20 personnes, Street of Rage 2, fait en 6 mois, donc qui a coûté pas très cher. Un jeu vidéo aujourd'hui, on parle d'un gros jeu Street of Rage 2 à l'époque, je parle pas de jeu indé ou de ce genre de choses. Un jeu vidéo aujourd'hui, c'est 200 à 300 personnes. C'est, 150, 200 millions d'euros d'investissement. C'est des locaux et à payer des gens, en fait. Donc, à payer des gens qui font le jeu pendant longtemps. C'est plein de paramètres qui entrent en compte qui font que là, on va se dire que je suis un défenseur des éditeurs. Pas du tout. C'est juste que je me suis même posé la question. J'essaie de trouver des justifications de pourquoi est-ce que les jeux coûtent aussi cher.
cher, c'est parce qu'aujourd'hui, un jeu, ça coûte plus cher à être fabriqué. C'est aussi bête que ça. Et quand on regarde, alors, la motion capture qui est faite pour pouvoir faire un jeu comme Call of Duty, les gens qui sont employés un peu partout à gauche à droite, les acteurs qui font venir, etc., on comprend que oui, en fait, ça coûte beaucoup d'argent et qu'on n'est plus à l'époque d'un Street of Rage 2 où c'était 2 sprites qui se battent en duel, quoi. Oui, il y a Stéphane qui chouinait dans le... Salut Stéphane, bienvenue chez toi. Qui chouinait un peu dans le chat, qui dit ouais, Call of, c'est le FPS qui pleure quand tu utilises une arme ou quand tu pratiques une tactique gagnante et sans véhicule. Battlefield, Forever. On est d'accord avec ça ou pas? Je pense que c'est pas du tout la même cible en réalité. Moi, j'ai beaucoup délaissé Call of Duty pendant la grande période comment ça s'appelle, post Black Ops premier du nom, donc juste après Modern Warfare 2 jusqu'à Modern Warfare de 2019, donc on parle d'un creux de dizaine d'années quasiment. Ouais, toutes les années 2010. Où là j'ai joué à Battlefield, c'est pas la même approche. Battlefield, c'est pas un jeu de simulation non plus, mais ça se veut quand même plus terre à terre. Beaucoup plus terre à terre que Call of Duty qui se veut beaucoup plus grand spectacle. D'ailleurs, quand Battlefield essaye de faire du grand spectacle, donc Battlefield 3, Battlefield 4, je vais pas parler des Bad Company parce que c'est un sujet un peu à part, c'est du second degré même si ça reste de la guerre. Eh bien, ils le font beaucoup moins bien en fait. Alors que quand tu joues à Battlefield en multijoueur dans des grandes cartes avec des véhicules, c'est un peu différent. Mais Call of Duty, c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus nerveux par essence que Battlefield, et ça a toujours été le cas finalement. Oui, voilà. Je pense que notre viewer, il est juste, ça correspond juste plus à son profil, Battlefield. Et de toute façon, il faut pas oublier qu'en vrai, je pense que malgré tous les efforts du monde, EA et les autres ne peuvent pas concurrencer Call of Duty. En tout cas, d'un point de vue qualitatif, peut-être, si tu y mets les moyens. Comme Titanfall. Titanfall, pour moi, c'était clairement un vrai concurrent, sauf qu'il n'a pas marché ce jeu, il s'est pas vendu. Ouais. Pour quelle raison? Qu'est-ce Pour qui a quelle fait raison que... Moi, je peux t'en donner 2 au minimum, là, tout de suite, qui me viennent en tête spontanément. Premièrement, c'est un jeu exclusif à la Xbox One. Xbox One qui est la console, le four absolu de Microsoft. Et deuxième raison, c'est qu'en fait, quand ils sont partis pour créer Titanfall, donc je parle de Jason West et Vince Zampella, les créateurs de Call of Duty et des Modern Warfare, eh bien, ils avaient quelques idées et ils ont réussi à partir faire leur truc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chères personnes de chez Activision, notamment, j'imagine, avec Bobby Kotick? Eh bien, ils ont repris des concepts de Titanfall pour les mettre dans Call of Duty. Ils ont créé Advanced Warfare, Infinite Warfare, qui sont des Call of Duty dans lesquels on peut faire des doubles sauts, courir sur les murs, exactement toutes les avancées qu'il y avait dans Titanfall. Donc Titanfall était honnêtement, moi je trouve, un bien meilleur jeu. En revanche, on n'a pas la puissance d'impact d'un Call of Duty quand on s'appelle Titanfall et qu'on vient de nulle part. Autant Vince Zampella et Jason West qu'on est. Bref. Il a tout dit. Non, je suis entièrement d'accord. Et puis, c'est un peu comme Fortnite par exemple ou des Minecraft, tu peux essayer de concurrencer. Enfin, c'est juste que le truc est totalement vampirisé par cette ténor du jeu vidéo là. Donc en vérité, je pense qu'il faut. Le roi est là depuis si longtemps et sa couronne, elle n'est pas prête d'être cédée à quelqu'un d'autre, c'est sûr. Alors une question dans le chat qui sort un peu du cadre. Je sais pas si, mais bon, je vous la lis. Salut Bandini, c'est Bandini qui la pose. Bandini qui est habitué du talk de France Info. Pour ceux qui nous ont rejoints, le talk de France Info, c'est de 17h à 19h les mercredis et les jeudis. On parle d'actu, de toute l'actu, de la science, de politique, de jeux vidéo, de ce que vous voulez en fait, tout ce qui a un rapport avec l'actualité, avec les gens qui font l'actualité ou qui savent parler de l'actualité. Bandini qui nous dit, est-ce que c'est l'endroit ou c'est le moment de demander en quoi le fait de jouer à des jeux de guerre comme Call of va influencer notre perception des conflits réels? Moi je suis pas sûr qu'on puisse là autour de cette table répondre à cette question, mais sa question est pas imbécile. Vos questions sont évidemment jamais imbéciles, mais particulièrement celle-là, puisque avant le chat, et puis comme ça je balance Cyril Balta qui est le réal, avec qui on parlait avant le streaming, on se disait mais en fait on parle évidemment dans le talk de jeux vidéo, mais on n'en parle pas tant que ça, pas autant qu'on devrait en tout cas, et en fait on ne parle que des jeux de guerre. Call of c'est un jeu de guerre, et il y a une autre, il y a Géoline, pardon, Géo l'Intrépide, pardon, désolé, j'avais pas vu la fin de ton pseudo, qui dit Call of, est-ce que c'est un jeu dangereux pour les personnes faibles d'esprit? Est-ce que ça pourrait les transformer en tueurs de masse? La réponse est évidemment non, sinon il y en aurait beaucoup. Mais malgré tout, ça pose une question, c'est pourquoi les jeux de guerre ça marche si bien? Est-ce qu'on peut faire autre chose que des jeux de guerre? Vous avez 2 heures. Je vais commencer, je pense que vous allez ensuite... Est-ce que j'ai bien posé la question? Ouais, si, c'est très clair, et c'est des sujets que... Et l'idée n'est pas de dire le jeu vidéo c'est mal, Call of va nous transformer en tueurs de masse. Je pense qu'il n'y a personne dans cette pièce qui pense ça, et c'est pas l'idée. Il y a plein de réponses, il y a plein de questions dans cette question, et il y a plein de sujets à soulever. La première chose, c'est que effectivement, Call of c'est un jeu de guerre, c'est ce qui n'est pas mon style de jeu d'ailleurs. Il y a énormément de gens qui y jouent, il y a des marchés où on sait que les jeux de tir sont... Attends, je te coupe parce que c'est rigolo, il y a Jacques qui nous dit, moi je joue à FIFA et je suis toujours pas un joueur pro dans la vraie vie, pardon.
Merci pour cette remarque qui est très pertinente en plus. Ouais, et, on sait qu'aux États-Unis, voilà, les FPS, les jeux de tir font partie des jeux les plus joués et donc les gens réfléchissent beaucoup par rapport à ça. Moi, la première chose que je dis quand on parle de la violence dans les jeux vidéo, je fais ok, très bien, il y a des jeux très violents, ça existe, mais je fais le même parallèle avec le cinéma d'horreur, le cinéma de guerre. En fait, ce sont des genres qui sont. Alors, le cinéma d'horreur a mis du temps. C'est vraiment un cinéma de genre qui a mis du temps à émerger. Mais vous avez autant de gens en fait qui vont regarder ce type de film. Pourtant, ces personnes-là ne sont pas forcément jugées. Et il y a ce côté où, parce que ce sont des jeux violents, donc quand on est jeune, est-ce qu'on peut se laisser influencer, etc. C'est la même chose quand on est jeune, quand on est ado. Le rite, le passage, la transgression de regarder des films qui ne sont pas de son âge, et on va aussi jouer à des jeux qui ne sont pas de notre âge. Donc il y a déjà cet aspect-là à prendre en compte. Le fait que ce soit le jeu vidéo est très immersif, donc il y a cette peur, et je peux la comprendre. Hein. On se dit voilà, ça peut être trigger, ça peut nous mettre dans des situations complexes. Ça reste malgré tout du divertissement. Qu'on aime ou pas, ce type de jeu, ça reste du divertissement. Et effectivement, si les jeux vidéo rendaient les gens extrêmement violents, on aurait des tueries de masse tous les jours, parce qu'il y a c'est la première industrie culturelle dans le monde et en France. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui y jouent. Ça se verrait dans la rue en fait qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Je dirais aussi que le problème il vient pas du jeu vidéo pour les gens qui deviennent violents. Le problème vient par exemple peut-être des parents qui encadrent pas assez leurs enfants et qui leur donnent Après, des ça jeux c'est un vidéo. sujet qui dépasse largement, je crois. Ouais, thème, mais comme pour si que ça les gens deviennent violents. Je suis pas sûr qu'on parce qu'il soit y a des compétent jeunes qui jouent de cette table à pour Call of, répondre. donc non, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, mais qui sont Alors, quand même de moins au-delà- en moins nombreux, qui disent voilà, les jeux vidéo Au-delà de de la guerre raison. notamment, ça rend violent. Bon, Au-delà de la raison, en question fait, de boomer, moi j'ai des réponses qui sont un peu plus pragmatiques, disons. Pas du tout. Moi, je suis pas un expert en psychologie, donc je pourrais pas vous donner des réponses là-dessus. En revanche, moi, je peux dire plusieurs choses. C'est qu'en fait, il existe des jeux vidéo pour toutes sortes de personnes. Il existe des jeux vidéo. Si vous n'aimez pas les jeux de guerre, il y en a plein. Le jeu vidéo, c'est une des industries les plus riches qui soit. Personnellement, je vous prends en face de moi, n'importe qui, je vous trouve un jeu vidéo, très honnêtement. Et je le dis même pas en plaisantant, je peux vous trouver un jeu à votre mesure, qui que vous soyez. c'est clair. Cela étant dit, le jeu vidéo est un exutoire par nature. Et personnellement, je suis heureux de pouvoir vivre certaines choses que je ne peux pas vivre dans la vraie vie via le jeu vidéo. Je suis très très heureux de pouvoir aller dans l'espace, par exemple dans No Man's Sky, de pouvoir combattre tel ou tel type de menace dans un jeu contre des aliens ou dans un Mass Effect ou bien dans un Call of Duty, pourquoi pas, ou je suis très heureux d'empiler des briques dans un Tetris. En fait, c'est un simple exutoire et simplement, je pense que, en tout cas, pour peu qu'on respecte un minimum les recommandations en termes d'âge, mon père était très strict là-dessus. Je le suis avec mes propres enfants, et mes enfants d'ailleurs jouent aux jeux vidéo actuellement. Je fais de mon mieux pour. il faut une mesure, simplement. Voilà, mais simplement, je sais aussi. ce qu'ils font, et tout comme je ne laisserai pas mes enfants regarder un film interdit de moins de 18 ans. Et je pense que j'aime bien dire ça aussi du jeu vidéo, c'est que c'est quand même, à mon sens, l'art total. Qu'on combine l'interactivité avec la musique, avec une direction artistique, donc c'est-à-dire le fait d'instaurer des décors et voilà. Et puis ça peut être le graphisme. C'est vraiment tous les arts, si vous voulez combiner. Ça va encore plus loin que le cinéma qui réunit déjà plusieurs arts. C'est l'art absolu. Donc quand tu arrives à trouver le jeu, la chaussure à ton pied, c'est juste extrêmement épanouissant. Et les Call of Duty, malgré leur côté ultra blockbuster, parce qu'on parle d'une machine commerciale qui sort chaque année et que c'est pas non plus des œuvres ultra philosophiques, je pense qu'on peut dire que c'est aussi une forme d'art total où on a les développeurs qui sont quand même peut-être parmi les plus talentueux du monde. On met quand même les meilleurs sur le coup, un peu comme un Avengers, quoi. C'est vrai que c'est pour toucher plus de monde, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas les gens les plus talentueux du monde qui bossent sur le même produit pour essayer de faire quelque chose de plus abouti possible? Alors ça, c'est très codifié, sans mauvais jeu de mots, mais finalement, non, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César, ça déchire, quoi. On peut pas passer à côté effectivement d'une sortie comme Call of, parce que ça reste un mastodonte et ça reste un jeu c'est un triple A, donc c'est l'équivalent des blockbusters comme tu disais. Après, effectivement, par rapport à ce que tu dis, Tanguy, c'est que
déjà la scène indé elle est énormissime, elle est beaucoup plus grande que les blockbusters qu'on voit tout le temps parce que puissance commerciale, puissance marketing font que on les voit plus, mais la scène indé, les jeux indépendants en fait, c'est 80% du jeu vidéo. Donc il y a forcément des types de jeux très différents. Moi je ne joue absolument pas à Call of et je joue plus au FPS parce que je suis nulle, mais ouais, moi je suis plutôt jeu indé et sinon dans les blockbusters, dans les AAA, moi je suis une grande fan de Just Dance. On est très très loin de Call of et Valorant. Steam, qui est donc une plateforme de vente en ligne de jeux vidéo sur PC, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de jeux vidéo, dont finalement la plupart sont faits par des petits studios, parfois par des gens indépendants, seuls, je veux dire. Donc il faut juste essayer de se rendre compte de la diversité de jeux vidéo qui est proposée là, et surtout quand on sort vraiment des gros studios et tout, on peut tenter des choses nouvelles qui peuvent après, si elles ont du succès, s'affirmer dans des gros studios. Donc c'est infini en fait. C'est tout simplement infini le jeu vidéo. Et puis en plus, personnellement, ça c'est vraiment 100% anecdote personnelle, mais le jeu vidéo m'a personnellement lancé dans plein de domaines, notamment les arts martiaux. Par exemple, j'ai fait des arts martiaux parce que le jeu vidéo existe. Ça t'a lancé ça m'a donné envie de pratiquer en fait des arts martiaux parce que j'ai joué à des jeux de combat où je me suis dit simplement, tout comme quand j'ai regardé aussi des films de Bruce Lee quand j'étais petit, j'avoue, mais il y a plein de choses qui font que en fait c'est trop facile de juste remettre sur le dos des jeux vidéo certaines choses alors que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on voit. Il y a Corpi qui dit, je pense que, effectivement, je pense que ce que l'on voit aux informations, sur vos grandes chaînes d'information nationales, sur le service public notamment, sur les conflits réels avec des images souvent très choquantes, alors sur France Info on fait pas ça, mais en fait c'est vrai que ces nouvelles-là sont souvent plus impactantes, attention, impactantes ça n'existe pas, impactent davantage, concernent davantage, touchent davantage que des jeux vidéo où on sait par nature que c'est pour de faux, c'est pas tout à fait faux. Il y a un dernier point. Les jeux vidéo ont bon dos quand même, depuis, mais depuis tout le temps en fait. Mais il y a une volonté, je remarque que ça s'améliore. Ça évolue. Avant, il y a beaucoup de public pour ces affirmations-là quand même. Il y a un point où Vanessa disait, parce que je suis nul, j'aimerais revenir sur cet aspect de ce dernier Call of Duty, ma chère C'est ce que tu me disais au téléphone quand j'aimerais revenir là-dessus parce que moi, tester un peu l'émission. Quand il y a eu la présentation... T'avais dit, mais même toi, tu peux y aller. Mais oui, pourquoi ? Parce que quand il y a eu la présentation de ce Call of Duty, ils ont montré donc le Omni-Mouvement dont on vous a parlé tout à l'heure. Et ils ont aussi montré des options d'accessibilité. Mais je ne parle pas d'accessibilité pour les gens en situation de handicap. Ça, c'est encore autre chose. À mon avis, il y en a aussi, mais je n'ai pas regardé en détail. En revanche, ils ont montré des choses. Dans Call of Duty, on peut sauter, glisser, passer sur un truc, enjamber, etc. Et bien, dans ce Call of Duty, ils ont permis que tu avances simplement. Ton personnage va se mettre à courir automatiquement. S'il y a un obstacle, il peut l'enjamber tout seul. S'il doit passer en dessous d'un truc, il va glisser tout seul. Donc en fait, ça fait que tu as juste à, entre guillemets, te concentrer sur le sens dans lequel tu veux te déplacer. Ajuster ta visée et tirer. En plus, avec l'aide à la visée qui est quand même assez permissive, mine de rien, si tu joues en solo tranquillement, tu peux passer un bon moment dessus. Donc c'est plutôt un bon point sur le côté un peu plus accessible. C'est Street Fighter qui avait fait ça aussi. Street 6 avec le mode simplifié pour permettre de ne pas faire plein de touches. De quart de cercle, de machin. Exactement. De plus en plus dans le jeu vidéo, et c'est une excellente chose que de plus en plus de gens en fait puissent s'y intéresser sans avoir besoin de maîtriser des combinaisons de touches complexes. On n'est pas forcément obligé d'être hardcore gamer pour pouvoir apprécier et jouer à un jeu. Il y a Slimorine qui dit, qui répond à d'autres viewers dans le chat, qui dit justement, je pense que je m'exprime mal, que j'ai mal compris, mais je pense que la question, c'est est-ce que ça désensibilise les gens face à des images de guerre, genre la rendre plus acceptable pour le grand public. Alors Slimorine, c'est une question qui est intéressante. Elle suppose néanmoins d'avoir peut-être un psychiatre, un neuropsychiatre, et des gens qui sont compétents. Je ne le suis pas. Je suis pas sûr qu'autour de cette table on puisse répondre à ces questions-là. En revanche, on va faire un peu un café du commerce, qui serait pas très louable. Sur l'âge recommandé, il y a des jeux effectivement que je ne montrerai mais jamais à mes enfants parce qu'il y a des choses qui sont absolument trop violentes pour que même que je les cite ici en fait. C'est ça. Il y a un organisme incompétent qui s'appelle le PEGI en Europe qui se charge d'évaluer le contenu des jeux. Donc ce qui figure sur une jaquette, c'est à prendre, je pense, quand même au sérieux quand on est parent, tout simplement. Et ça existe depuis toujours. Et il y a une association qui s'appelle Pédagogie aussi qui travaille sur comment on va sensibiliser les familles, le temps d'écran, les enfants à la pratique du jeu vidéo. Chers amis, il est 17h57, passé de 50 secondes. C'est pas tout à fait le moment de nous quitter, mais quand même, dans
dans 1 minute et 30 secondes, mais on peut prendre même 3 minutes si vous voulez. Chers amis, c'est l'heure du mot de la fin. Tanguy Toussaint, le mot de la fin, c'est la patate chaude que je refile à mes invités. Ceux qui sont arrivés peuvent s'y préparer comme ça. C'est quoi ton mot de la fin, Tanguy? Mon mot de la fin, c'est que, alors, en ce qui Ou concerne le mot de la suite. le mot de la suite. En ce qui concerne pile Call of Duty, c'est que pour une fois, on a un épisode qui est bon. Pour une fois, un épisode qui est en plus accessible. Pour une fois, t'es dur quand même. Non, pardon, pas pour une fois. Mais alors, pour une fois, il est accessible à tous. Plus facilement en tout cas. On a depuis quelques temps du crossplay, donc les gens qui jouent sur PlayStation, sur Xbox, sur PC peuvent jouer ensemble depuis quelques années. Le jeu il est dans le Game Pass, donc ça vaut le coup peut-être de tenter le coup de l'essayer. Et c'est l'un des meilleurs épisodes de Call of Duty, à mon sens, sorti depuis fort longtemps. Donc si on doit essayer, comme Vanessa par exemple, un Call of Duty aujourd'hui, je pense qu'on est bien tombé. En voilà un joli mot de la fin. Vanessa Chicou, le mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que je suis hypée par ce jeu et je ne pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver. Donc, non, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Mais comme on parle de jeux vidéo, je suis très contente d'être ici. C'est aussi de vous dire qu'il y a plein d'autres jeux, notamment la scène indé, à aller découvrir. Merci Vanessa. Max Cagnard, le mot de la fin. Également très hâte d'avoir le jeu qui m'attend sagement chez moi. Et c'est toujours un plaisir de voir finalement la fine évolution de cette série sur le temps. C'est un rendez-vous annuel qui est finalement immanquable, qu'on joue à Call of Duty ou qu'on n'y joue pas. Donc au moins, en tout cas, j'espère qu'on aura réussi à vulgariser suffisamment parce que le jeu vidéo est un art qui mérite encore d'être partagé à tous. Tu veux pas durer jusqu'à encore 28 secondes, comme ça je donne l'heure à l'heure pile. Alors, on peut doubler une scène du jeu si tu veux. je plaisante. 17h59, 45 secondes, il est quasiment 18h. Merci Tanguy Toussaint, merci Vanessa Chicou, merci Max Cagnard. Je vous fous dehors, merci pour vos lumières, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Et vous revenez vite, si ça vous a plu, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Les jeux vidéo, on en parle quand vous voulez. Dès que vous avez une actu, vous nous téléphonez. À l'ancienne, vous nous écrivez un petit mail et on fait les sujets que vous voulez parce que c'est toujours chouette, même pour ceux qui n'y connaissent rien, comme Ludovic Pochon par exemple, la grosse arnaque du talk de France Info, 18h07. Elle est dégagée. Salut. Chers amis dans le chat, restez avec nous. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, chers autres invités, je vous en prie, prenez place, pour l'accueil un peu abrupt. La configuration du studio ne permet pas qu'on vous accueille dignement. Allez-y, installez-vous. Chers viewers, je l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, un réflexe journalistique commande tout de même qu'on commence ou qu'on ouvre un canard et notamment un stream par ce qui a fait l'actualité et par de l'actualité dite sérieuse, non pas que l'actualité des jeux vidéo ne le soit pas, mais il aurait été plus opportun qu'on ouvre avec les inondations en Espagne. Ça n'a pas été possible pour des raisons d'organisation et pour booker les invités simplement. Je vois que ma troisième invitée arrive. Salut Élise, pardon. Installez-vous, vous avez chacune et chacun un gobelet, vous avez de l'eau, vous avez chacune et chacun un micro. Il faut lui parler bien devant, ils sont très très directionnels et éviter de le prendre par la connectique. Eh ben on y va. D'ici 18h, 14 secondes, restez avec nous. On quitte l'heure des bonnes nouvelles pour nous raccrocher au train de l'actualité qui nous a rattrapés et nous a fait donc changer de plateau un peu en dernière minute. C'est la promesse qu'on se fait à France Info et dans le talk, c'est de coller à l'actu qui souvent n'est pas bien drôle. On file en Espagne, passer le temps du bilan macabre, celui du décompte des victimes, viendra sans doute le temps de la prospective, après les inondations meurtrières qui ont fait au moins une 60aine de victimes cette nuit en Espagne, dans la région de Valence, et avec dans le creux de tout ça des questions. Est-ce que ces crues exceptionnelles, ces inondations meurtrières vont se multiplier? Est-ce que ce n'est que la faute du climat? Est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose? Et puis aussi, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser nos infrastructures? Est-ce qu'il n'est pas le temps de repenser l'occupation des sols? Est-ce qu'il ne faudrait pas investir pour permettre aux habitants de rester chez eux à l'heure de l'aléa climatique, du changement climatique? Autant de questions qui trouveront peut-être des débuts de réponse. On a 1 heure pour le faire, avec notamment Boris Vediachev. Ah, on vous a inversé, j'avais déjà de vous. Très bien. Bonsoir Boris, bienvenue ici. Vous êtes architecte expert en risque majeur. Ça vous décrit à peu près correctement? Oui, ça va. En face de moi et à vos côtés, Élise Nakaroto. Bonsoir Élise. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes responsable de plaidoyer climat à Oxfam France. Et donc à mes côtés, Nicolas Ledoux. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes urbaniste, directeur monde des activités urbanisme du groupe Arcadis. Vous êtes par ailleurs l'auteur du livre Réinventer la ville, c'est paru au Cherche Midi. Avant de commencer, donc on a vu donc ces images de rues dévastées par les eaux, avec un bilan extrêmement lourd. Je crois que c'est les inondations les plus meurtrières en Espagne depuis 1996. On va en parler dans un instant. On parle beaucoup de la goutte froide qu'on accuse donc de tous les maux. On dit que ces inondations sont causées par la goutte froide. Qui sait m'expliquer ce que c'est que la goutte froide?
Ne vous battez surtout pas. Hein. C'est pour vous. C'est pour moi, d'accord, c'est pas très sympa. Je suis vraiment pas un expert du climat, mais c'est pas grave. C'est un phénomène d'évaporation des eaux lié au réchauffement des températures. Là, on est sur le bassin méditerranéen. L'eau de la Méditerranée s'évapore de plus en plus et crée des concentrations d'eau dans les airs extrêmement fortes et qui provoquent ces épisodes très violents. Par contraste entre donc un air chaud au-dessus de la Méditerranée et un air froid qui arrive plus du nord, et quand les deux se rencontrent, paf, il tombe en quelques heures l'équivalent d'une année de précipitation. Et je vais m'inscrire un petit peu en faux dans le sens où, pas du tout par rapport à ce que vous dites, mais moi je suis pas trop d'accord avec le fait que c'est la faute de la goutte froide. Oui. Peut-être on va y revenir. C'était pour faire du lexique en réalité. Voilà, oui. mais et on a une heure pour parler justement du fait que c'est probablement pas que la faute de la goutte froide. Et notamment du fait que, puisque c'est le début et qu'on peut faire un peu de lexique, ça, pour moi, c'est une façon de confondre l'exposition au risque climatique et la vulnérabilité au risque climatique. Et ça, c'est quelque chose qui est fait beaucoup, et notamment dans le traitement médiatique actuel. Et je pense qu'il faut y remédier. C'est qu'on confond. Donc l'exposition, pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme quand vous allez au soleil, vous êtes exposé au soleil. La vulnérabilité, ça va être la différence entre si vous êtes en maillot de bain ou si vous avez un chapeau, de la crème solaire et un pull. En se focalisant sur les aspects techniques et les aspects météorologiques au sens propre, parfois, soit de façon involontaire, soit de façon volontaire, on passe un petit peu à côté du sujet, mais heureusement, on a effectivement 1 heure pour en parler. Et je suis très heureuse qu'on puisse en parler de façon un petit peu je suis très heureux moi-même de vous avoir tous les trois pour en parler pendant 1 heure. C'est un format qui permet de développer des raisonnements sur un temps long. Vous allez voir, mes questions ne sont pas attribuées. Prendre la parole qui veut. Vous avez chacune et chacun une spécialité, elles sont un peu différentes. Néanmoins, si vous voulez répondre à la place de quelqu'un, voilà, vous avez le droit de sortir de votre rôle. Je vais commencer par des questions de journalistes un peu bêtes. Puisqu'on a 1 heure, on a le droit d'être un peu bête au début. On sera plus précis un petit peu après. Est-ce qu'on pouvait prévoir ces inondations en Espagne? Est-ce que ces phénomènes météorologiques se répètent? Est-ce qu'on peut les anticiper? Et puis peut-être à quoi ils sont dus? Et répond donc qui veut. Mais Élise, c'est peut-être vous alors, encore une fois. Là, pour le coup, effectivement. Et après, messieurs, c'est promis, j'ai plein de questions pour vous. Je peux répondre, notamment parce que moi, je travaille chez Oxfam. On travaille sur le lien entre inégalité sociale. Élise, expliquez ça en 5 minutes ce qu'est Oxfam oui. à ceux qui nous rejoignent, peut-être. Justement, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, pas parce que c'est une super ONG, mais aussi parce que donc c'est une ONG de solidarité internationale qui se bat contre les inégalités. En fait, c'est sous ce prisme qu'on analyse, qu'on documente, qu'on fait des campagnes et du plaidoyer sur la question du changement climatique, sur le fait qu'en fait le changement climatique il vient augmenter les inégalités, que ce soit parce que au niveau mondial et international c'est les pays les plus émetteurs de CO2 qui sont le plus responsables et qui subissent le moins les conséquences du changement climatique. Également sur l'ensemble des autres limites planétaires, on a vraiment une inégalité entre en gros les pays riches et les pays pauvres, mais aussi au sein même d'une population. On le voit en ce moment en Europe, en France, où en fait les conséquences du changement climatique, qui vont être notamment ce qu'on voit en ce moment, donc l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, ils vont toucher majoritairement, en tout cas plus gravement, les populations les plus vulnérables, ça veut dire les plus pauvres, mais aussi les populations marginalisées, que ce soit les personnes par exemple qui n'ont pas accès au réseau de transport, pas accès à la langue commune ou certaines minorités. Donc en ça, c'est pour ça que donc nous on travaille cette question du changement climatique sous cet angle social et donc sous cet angle de comment on s'organise collectivement, et ça va peut-être être un peu le sujet de ce soir. Comment on s'organise collectivement pour faire face à cette nouvelle réalité et pour l'atténuer si possible. C'est vrai que nous, on plaidoie souvent sur le fait que, oui, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité climatique, mais il faut aussi atténuer notre pression sur le système Terre pour faire en sorte qu'il y ait moins, ou en tout cas pas autant de phénomènes climatiques extrêmes.
Alors, je dois quelques excuses à Jeanne, qui est chargée de programmation pour le talk. C'est de ma faute, c'est moi qui me suis emmêlé dans les fiches. Vous étiez très très bien placé, et c'est moi qui vous ai donc mal nommé. Pardonnez-moi. Je lisais dans une dépêche AFP tout à l'heure, donc voilà, je vais vous la lire. Enfin, c'est la fin d'une dépêche AFP. Ces inondations soudaines en Espagne sont un nouveau rappel terrible du changement climatique et de son caractère chaotique, souligne dans une note Jess Neumann, que vous connaissez ou pas, qui est en tout cas professeur d'hydrologie à l'université de Reading au Royaume-Uni. Ces catastrophes peuvent désormais toucher n'importe qui, n'importe où. On doit sérieusement réfléchir à la façon de mieux concevoir nos paysages, nos villes et nos cités. Et ça vous intéresse particulièrement, messieurs, je crois. Est-ce que vous souscrivez ? Carrément. Le changement climatique, c'est un accélérateur de transformation. Ça devrait être un accélérateur de transformation de nos villes et aussi un moyen de repenser le lien entre nos villes et nos campagnes. Parce que les inondations, celles qu'on a connues en France et celles que connaissent l'Espagne, elles illustrent terriblement à quel point ces écosystèmes sont dépendants à l'échelle des bassins versants. Et elles démontrent que plus on artificialise les sols, plus on construit, plus nos villes s'étendent et moins l'eau peut rentrer dans les sols, tout simplement. C'est assez bête et méchant. On estime qu'en milieu urbain dense, donc dans toutes les grandes villes qu'on connaît, il n'y a que 20% de l'eau de pluie qui arrive à s'infiltrer dans les sols et qui vient réalimenter les nappes phréatiques. Or, pour éviter les inondations qu'on connaît, on devrait être à 80% d'infiltration pour ne pas saturer les réseaux d'eau usée et pour ne pas déverser des torrents de boue et d'eau très polluée, parce qu'en plus, ça nettoie les villes et ça enlève tous les polluants qu'on a sur les sols et ça les envoie dans les milieux naturels. Donc il faut désartificialiser massivement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de solutions techniques pour désartificialiser, c'est pas simple à dire. Et on va en parler dans un instant. Boris, vous souscrivez, vous aussi ? Oui, bien sûr, moi, je souscris pleinement à ce constat. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, il y a surtout le côté anthropologique, en fait, parce que la problématique des risques majeurs, c'est vraiment une problématique avant tout éminemment anthropologique, qui est liée aux hommes, à l'humain. On a parlé de la vulnérabilité des individus, en fait, plus que du bâti lui-même, d'ailleurs, même, qui est vraiment préoccupante et qui est alarmante et qui touche de plus en plus des populations qui sont les plus vulnérables, en situation précaire, d'ailleurs. Ce sont souvent elles qui sont le plus gravement victimes de ce genre d'aléas. L'accélération de ces phénomènes, alors, c'est pas l'accélération de phénomènes, on va avoir un regain au niveau de l'intensité des phénomènes, en fait, par le réchauffement climatique. Ça, c'est ce qu'on a constaté. De toute façon, on le sait déjà. Va certainement, de toute façon, devrait d'ailleurs déclencher, avoir déjà déclenché depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'on le sait depuis longtemps, contrairement à ce que beaucoup prétendent, une accélération de toute la phase de réaménagement de notre territoire, en fait. En France, il y a un problème, c'est qu'on a un système qui, depuis fort longtemps, ça date de l'époque de François Mitterrand, il y a un système de caisse des réassurances qui a été mis en place de façon à venir en aide aux victimes, à compenser les pertes, en fait, matérielles aux biens et aux exploitations. En Espagne, ils en ont un assez similaire, d'ailleurs, qui est même plus vaste, puisqu'il va toucher les atteintes aux personnes, d'ailleurs, aussi. Mais ce système, il a le revers de la médaille, c'est que on s'est préoccupé principalement de la guérison, mais pas de la prévention. Et malgré tous les beaux discours qu'on entend toujours, moi je vais dans tous les grands meetings qui concernent ce domaine, on a toujours les politiciens de l'époque qui viennent faire des beaux discours sur la prévention, etc. Mais c'est vrai que l'État est beaucoup moins enclin à investir réellement dans la prévention. On n'a plus de ministère de l'aménagement du territoire. Ça devrait être une nécessité en France, d'ailleurs. C'est quand même, je crois que c'est primordial. Et en plus, je parlerai, moi, pas de résilience, mais d'éco-résilience. On en a parlé. C'est vrai que tout ce qui est écologie aussi est intimement lié aussi à la préservation de notre écosystème, parce qu'il nous apporte aussi nos ressources, etc. On a parlé de pollution, par le mauvais écoulement des eaux, etc. Tout ça aussi, c'est à prendre en compte, y compris tout l'aspect anthropologique de la chose, par des études, bien sûr, urbaines, rurales aussi, systémiques, mais qui doivent prendre aussi en compte le caractère humain, donc avec je crois, des processus plus inclusifs, où on aurait une tendance à faire plus participer les populations sur l'aménagement de leur territoire.
Et c'est d'ailleurs une des recommandations majeures du 6e et dernier rapport du GIEC, qui a toute une partie sur la question sociale, sociologique, intégrer les anthropologique. populations dans les prises de décision. Intégrer ça correspond à quelque chose, en fait. Intégrer toutes les populations et pas seulement certaines catégories dirigeantes qui ont l'habitude déjà d'être prises en compte dans les prises de décision. Pour sortir d'un schéma spéculatif, en fait, sous lequel on est depuis longtemps, il y a une emprise là-dessus. C'est le secteur du BTP, ça c'est clair. Et c'est vrai que ça a un revers de la médaille qui est assez catastrophique et dont on prend la mesure aujourd'hui avec l'accélération des phénomènes météorologiques. Ouais, et aussi parce que, en fait, ne pas intégrer cette question sociale, cette question des inégalités dans les réponses face au changement climatique, ça va augmenter, ça a pour effet d'augmenter ces inégalités. Par exemple, quand on fait MaPrimeRénov' pour faire de la rénovation thermique des bâtiments, mais que ce n'est accessible qu'aux propriétaires, donc une certaine catégorie de la population, et que c'est extrêmement compliqué. Donc en fait, il y a un niveau de diplôme, voilà, c'est très sélectif en fait. C'est compliqué pour s'en saisir. Voilà, donc ça permet à une petite catégorie de la population d'arriver à un peu plus se protéger des effets du changement climatique. Encore pas exactement comme il faudrait, mais ça, et du coup, ça augmente les inégalités climatiques, puisque ça laisse derrière toute une catégorie de la population. Et ça, effectivement, c'est bien documenté dans le dernier rapport du GIEC. Nicolas Ledoux, je vous vois acquiescer à mes côtés. Oui, j'acquiesce beaucoup parce que je souscris à 100% de tout ce qui a été dit. Oui, effectivement, la dimension humaine, elle est fondamentale. Et oui, ça touche tout le monde. Et c'est peut-être pour ça qu'on est à un moment intéressant où il peut y avoir une vraie prise de conscience. Il n'y a pas, même pour les plus privilégiés, tant de moyens que ça de se protéger de ces événements climatiques extrêmes, parce que voilà, quand on voit des torrents de boue, ça détruit tout sur son passage. Et qu'on habite une très grande maison richement meublée ou qu'on vive dans la rue, on est plus touché quand on vit dans la rue, c'est certain. Mais en tout cas, tout le monde est quand même concerné au premier chef. Et la grande difficulté, c'est que pour lutter contre ça, en tout cas pour s'y adapter, il faut s'inscrire sur le temps long, parce que là encore, désartificialiser, planter des arbres en ville, créer des lacs urbains qui vont être autant de zones où l'eau va pouvoir s'accumuler en cas de forte pluie pour s'écouler ensuite plus lentement, ça requiert un peu d'argent, mais surtout du temps pour faire tout ça. Et ce temps long-là colle pas vraiment avec le temps politique, qui va être plus dans la logique de l'indemnisation, de la réponse immédiate à un problème, à un accident, à une catastrophe, que dans des plans d'adaptation de long terme qui sont probablement moins valorisant politiquement. Dans le chat, il y a Club Provence. Salut, Club Provence qui dit: je crois sincèrement que les autorités s'en fichent. Je ne dis pas tout à fait s'en fichent d'adapter tout un pays pour ça. Pardon, j'ai raté un truc. Tout un pays là. Pardon, il manque un petit bout dans ta phrase quand même que j'ai cru comprendre. Et enfin bref, Club Provence qui nous dit en gros que le réchauffement du climat va plus vite que les décisions politiques. Ça serait quoi le temps de la bonne décision ? Alors moi je dirais est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce qu'on sera mort ? Peut-être que oui. Le temps de la bonne décision, c'était il y a 30 ans, mais le deuxième moment de la bonne décision, c'est maintenant. Puisqu'il n'est jamais trop tard. En fait, ce que nous disent les scientifiques du climat, c'est que chaque 10e de degré de réchauffement climatique supplémentaire, c'est des impacts plus importants. Ce qu'il faut bien comprendre dans le réchauffement climatique et dans toutes les atteintes aux limites planétaires, c'est que c'est pas linéaire, c'est pas plus 1 degré égale plus tant de pourcents de pluie ou d'orage. C'est vraiment une augmentation des extrêmes, de l'intensité, et on le voit là, dans les pluies qu'il y a en ce moment en Espagne et qu'il y a eu il y a quelques jours en Ardèche, qu'il y a eu il y a quelques mois dans le Nord. On voit que les exemples se multiplient. Ce qui choque beaucoup, c'est cette intensité. Quand on voit les images, les parkings complètement sous l'eau, les voitures qui sont emportées. Et ça, effectivement, ça va s'augmenter, pas que pour les inondations, sur les vagues de chaleur, sur les feux de forêt, ou même sur des phénomènes qui sont un peu moins soudains, donc qui se voient moins. Je pense notamment aux sécheresses, qui vont entraîner par exemple ce qu'on appelle les retraits-gonflements des argiles, donc les fissures dans les maisons. Il y a 10 millions de maisons en France qui sont menacées ou qui sont en train d'être fissurées. 10 millions de maisons, c'est énorme en fait. Donc on a cette augmentation
des phénomènes. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de s'en protéger collectivement. Et moi, d'un côté, je me dis, oui, c'est le bon moment, puisque, comme vous le disiez, maintenant, tout le monde s'en rend compte, ça devient très difficile de ne pas s'en préoccuper. Je suis quand même toujours un peu peinée quand je pense, par exemple, aux inondations qu'il y a eu au Pakistan il y a ne serait-ce que 2 ans, où il y avait 2/3 du pays qui étaient sous l'eau. Il y avait plus de la moitié de la population qui était déplacée. Nous, Oxfam, on est une ONG de solidarité internationale. On a des actions humanitaires sur le terrain et on essaye d'alarmer, par exemple, sur les inondations au Pakistan, sur la sécheresse historique qui touche la Corne de l'Afrique depuis 5 ans et qui cause une famine sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des phénomènes qui sont pas identiques, mais en tout cas, ça va être les conséquences du changement climatique qui vont effectivement toucher tout le monde. Et je vous rejoins, je dis pas que les plus privilégiés sont épargnés. Par contre, à l'inverse, si on ne prend pas en compte les inégalités sociales et la question sociale dans les réponses au changement climatique, que ce soit à l'atténuation du changement des émissions de gaz à effet de serre ou à l'adaptation, on va augmenter ces inégalités. Il y a un terme qui m'intéresse, qui a été cité par Nicolas et vous-même, c'est le terme adaptation, contrairement à la protection. Alors, il faut bien faire la balance entre les deux. Pendant trop longtemps, d'ailleurs, on a été dans une politique de la réponse technique, purement technique. Et on s'est aperçu de ses limites. Ça fait longtemps qu'en Asie, ils l'ont compris. Moi, j'ai vécu plus de 10 ans au Japon. Ils sont aperçus que la réponse purement technique a des limites. Et qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Exactement. Et qu'en plus, avec le réchauffement climatique, entre autres, et d'autres problématiques, parce qu'il faut comprendre que le risque, c'est lié à un aléa et à des enjeux. Sans les enjeux, avec que l'aléa, il n'y a pas de risque. Si vous avez un méga tremblement de terre au milieu de la taïga, où il n'y a aucune, en pleine Sibérie, où il n'y a aucune infrastructure, même pas d'exploitation, rien du tout, vous n'avez pas de risque. Vous allez secouer la forêt, c'est tout. Par contre, vous avez le même séisme à Tokyo, c'est une catastrophe même mondiale. D'ailleurs, on pourra en parler une autre fois, on n'a pas le temps. Mais parce que ça va entraîner en plus plein de problèmes écologiques de par les émissions d'incendies, etc., qui pourraient être liés à ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que il faut bien comprendre il faut qu'on rentre dans une optique d'adaptation, de vivre avec le risque. Et non pas d'essayer absolument de s'en protéger en mettant une digue là et un terrain là. La solution technique ne suffit pas. Il y a eu des très belles opérations d'aménagement, comme ça a été dit, sur la vallée de l'Isère, par exemple, entre Pontcharrat et Grenoble. Il y a un organisme qui s'appelle l'IRMA sur place qui fait un excellent travail d'ailleurs, mais c'est des travaux qui sont faits à très long terme, qui ont débuté en 2006. Ils ont aménagé des forêts alluviales pour pouvoir parer les petites crues, puis ensuite les crues centenales, puis les crues bicentenales, et ils ont protégé l'agglomération grenobloise. Ce genre de plan, ça se fait, mais de façon systémique, en prenant en considération, tous les aspects anthropologiques de la chose, les activités locales, parce qu'il faut bien se dire que l'une des 4 règles d'or, je les citerai plus tard si ça vous intéresse, des risques majeurs. Allez-y maintenant. La dernière, ah bon, d'accord. Bon, pour vous faire, c'est vraiment 4 règles qui, je les appelle les 4 règles d'or, qui sont liées à tous les corps d'État, en fait, qui sont concernés par les risques majeurs. Il y en a 2 qui concernent les dommages physiques. Il y en a un, bien sûr, c'est protéger les vies. Ça, c'est essentiel. L'autre, c'est de protéger les biens. Alors, les biens, c'est pas forcément ce qu'on possède, mais c'est aussi là où va l'enfant à l'école, là où on va se nourrir, là où on va travailler, etc. Pour qu'il y en ait un minimum et qu'on puisse reprendre rapidement les activités. Et ensuite, il y en a 2 qui concernent les dommages au système. Alors, il y en a une qui concerne le fait d'assurer la continuité des services vitaux. Alors, on passe tout de suite à l'eau, mais il faut savoir que l'énergie l'est aussi. Vous avez une catastrophe en plein hiver, c'est catastrophique. Et puis, vous avez besoin d'énergie de toute façon pour venir communiquer dans les hôpitaux, notamment. Exactement. Il y a les communications qui sont devenues quelque chose d'essentiel aujourd'hui. On ne gère pas une catastrophe sans communication aujourd'hui. Donc ça, ce sont des choses à protéger. Et puis, il y a la libre circulation des gens et des secours en cas de catastrophe. Et la 4e, qu'on a trop souvent oubliée, c'est de garantir la continuité du développement socio-économique de la région impactée.
Et ça, c'est très important. On revient sur des notions beaucoup plus anthropologiques, où là, il faut regarder au cas par cas. Chaque région, on ne va pas donner la même réponse dans le nord de la France, où il y a eu les 3 inondations d'affilée, qu'à Paris avec une crue de la Seine, ou dans d'autres régions. C'est chaque aménagement d'un territoire doit prendre en question de façon vraiment systémique l'ensemble des caractéristiques propres à ce territoire, de façon à apporter une réponse adaptée. C'est de là qu'on revient au terme d'adaptation, et c'est la seule vraie réponse qui nous permettra, sur le long terme, c'est vrai, hein, mais à moindre coût à la longue, parce que ça va être réparti, et en plus ça va nous permettre d'amortir l'effet justement et l'impact des catastrophes futures en réduisant leurs coûts et en réduisant les dommages causés sur le long terme. Donc il faut s'y mettre tout de suite. Comme ça a été dit, on aurait dû s'y mettre il y a 30 ans, mais il faut s'y mettre tout de suite là. Nicolas Ledoux. Je vais être encore complètement d'accord. Mais vous êtes un invité charmant. C'est pas le problème, c'est que sur le fond, c'est. Je m'attendais pas à ce que vous soyez forcément en désaccord. Oui, c'est vrai. C'est pas le lieu pour c'est le sens de l'histoire. Quand on regarde le plan national d'adaptation, le nouveau, parce qu'il y en a eu un certain nombre, hein, mais qui a été remis au goût du jour, on va dire, par le Premier ministre cette semaine. Il reprend des engagements qui ont déjà été énoncés par des gouvernements successifs ces 30 dernières années, alors, avec des ajustements, mais on est fondamentalement un peu toujours sur les mêmes choses, qui sont des mesures de bon sens. Le problème, c'est que les moyens ne suivent pas. On a perdu un peu, alors ça va sembler un peu nostalgique, mais le goût de la planification. Et sur ce type de plan, il faut prévoir sur 5-10 ans des investissements dans la durée. Et on ne peut pas renvoyer cette responsabilité-là uniquement aux élus locaux, qui, eux, sont en première ligne face à l'urgence. Et donc, ils n'ont pas forcément la hauteur de vue que devraient avoir les services de l'État, dont c'est vraiment le boulot. Et je rejoins tout à fait aussi ce que Boris a dit sur la nécessité d'avoir une approche différenciée par territoire. Aujourd'hui, c'est le cas dans la manière, en France en tout cas, hein, de gérer le risque inondation. On a des plans de prévention des risques inondations qui sont spécifiques à chaque territoire. Donc on connaît les zones de risque. Alors il y a beaucoup de ces plans de prévention qui maintenant sont un peu dépassés par l'accélération des événements climatiques, donc ils doivent vraiment être revisités en profondeur, parce que des zones qui étaient avec un aléa moyen deviennent des zones avec un aléa très très fort. Et malheureusement, on le découvre au moment où l'inondation survient. Et je voulais rajouter à ça, peut-être aussi s'intéresser à la mémoire du territoire, au vécu, enfin des gens qui habitent sur un territoire depuis longtemps, et c'est des choses qui se transmettent. Ils connaissent quand même les zones à risque, et prendre en compte cette mémoire, ce vécu des populations dans l'élaboration de ces plans de prévention et derrière dans les stratégies d'adaptation, c'est peut-être le moyen d'éviter par exemple de délivrer des permis de construire dans des zones que tout le monde sait être inondables ou sur un couloir d'avalanche, mais malheureusement pas l'administration et la collectivité qui a délivré ce permis. Ce midi sur France Info, il y avait Serge Zaka, qui est agroclimatologue, spécialiste des questions relatives aux effets du changement climatique, qui disait on sous-estime clairement l'ampleur des phénomènes climatiques aujourd'hui, et on a une culture du risque qui n'existe pas. Est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être un peu excessif de dire qu'elle n'existe pas, mais peut-être qu'elle n'existe pas assez. Moi, je ne trouve pas que c'est excessif. Nous, chez Oxfam, on a publié un rapport cet été sur l'adaptation en France qui s'appelle « Adaptation, nous ne sommes pas prêts ». Pourquoi ? Parce qu'en faisant une revue de littérature de ce qui existe sur l'adaptation en France, alors il y a énormément de données. Ça, c'est le point positif des plein d'agences, énormément de données d'agences qui font des travaux exceptionnels. Mais d'une part, ces données sont toutes techniques et sectorielles. On va avoir des données sur telle zone, tel système urbain, tel type de canalisation, etc. Et surtout, elles sont absolument pas utilisées, absolument pas prises en compte, ou encore très très peu dans les politiques publiques, que ce soit les politiques d'habitat, les politiques urbanistiques, mais aussi dans les investissements. Aujourd'hui, en 2024, il y a des investissements publics qui sont faits dans des infrastructures qui sont sur une trajectoire de changement climatique de 0 degré. Donc trajectoire qui est impossible, qui n'existe pas.
Et les investissements, ça peut être dans des hôpitaux, des écoles, mais aussi des infrastructures. Quand on construit un tramway, quand on construit un hôpital, on vote un budget en 2024 et en fait l'hôpital il va apparaître en 2035, voire en 2040 et il va être utilisé jusqu'en 2100. Donc il faut avoir cette vision-là. Et aujourd'hui, alors que souvent on a les données, elles ne sont pas utilisées. J'ai un exemple en tête qui me vient, c'est celui de l'hôpital qui est en train d'être construit sur l'île de Nantes, qui est une zone inondable. Donc il y a 1,3 milliard dont énormément d'argent public, notamment de la région, de l'État, qui sont investis. Et pourtant, on sait que c'est une zone qui est fragile. Et des exemples comme ça, en faisant ce rapport, on en a trouvé des dizaines. Donc, moi, je trouve que c'est pas exagéré de dire que non seulement on n'est pas préparé, mais j'irai un peu plus loin en disant qu'on n'est même pas en train de se préparer. Et je reviens sur ce que vous disiez juste avant sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Nous, chez Oxfam, on ne trouve pas juste qu'il est pas assez fort. Nous, on est effarés par l'inanité en fait de ce plan national d'adaptation au changement climatique. Et j'utilise un terme fort à dessein, puisque on est dans cette situation actuelle où on voit tous les effets du changement climatique qui impactent tout le monde, qui impactent bien sûr en ce moment les citoyens espagnols, mais ça impacte les Français dans leur travail, et je pense aussi à nos concitoyens dans les Outre-mer. Je pense à Mayotte, où il n'y a pas d'eau. Ils sont très exposés aussi à l'aléa climatique. À des aléas climatiques spécifiques. On a une opportunité avec un gouvernement qui propose un plan très en retard, mais bon, soit, je l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut maintenant que jamais. Le gouvernement propose un plan qui n'est pas financé, donc déjà, ça c'est quand même l'écueil numéro 1, pas contraignant, qui repose sur la bonne volonté des collectivités, voire même qui se cache un petit peu derrière les collectivités quand même pour proposer ces responsabilités-là, et qui ne va pas du tout assez loin, alors que, vu les conséquences actuelles, on aurait besoin d'un traitement de choc en fait aujourd'hui. Pour revenir sur cette question de la culture du risque, non, je trouve que c'est pas du tout exagéré. En France, on est loin de l'avoir. J'ai vécu plus de 10 ans au Japon. Je vais vous raconter une simple petite anecdote rapidement. Quand je suis arrivé au Japon, justement, au départ, j'étais chez des Japonais, lambda, et je me trouvais dans la salle principale avec un enfant de 7 ans. Il avait, et une vieille femme qui ne pouvait pas bouger. C'était la grand-mère de la famille. Et un séisme s'est déclenché. Et à ma plus grande surprise, l'enfant de 7 ans, il s'est levé, mais vraiment en restant dans un calme olympien, mais tout en étant très rapide. Il a coupé l'électricité, il a coupé le gaz, il a ouvert les portes, les fenêtres, il a mis quelque chose pour protéger la tête de sa grand-mère, pour lui mettre quelque chose sur la tête parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Il m'a invité à venir sur la table. Et tout ça pour dire que ça s'acquiert, mais ça s'acquiert dès la plus jeune enfance. Et c'est dans tous les domaines. Alors ici, on parle des populations. Je vois dans le discours de Michel Barnier, il a parlé de la sensibilisation de certaines communautés de jeunes dans certains quartiers. Là, on est très loin de ce qu'il faudrait faire. Parce que ça concerne aussi tous les acteurs. Autre chose, détail, j'enseigne dans des écoles d'architecture. Sachez qu'en 2024, dans les écoles d'architecture, n'est toujours pas enseignée la problématique des risques majeurs. En 2001 ou 2002, c'est le ministère, d'ailleurs le responsable du bureau de la prévention des risques du ministère, à l'époque qui s'appelait de l'écologie, maintenant c'est la transition écologique, mais c'est pareil, il se trouve justement dans le ministère de l'écologie. À ce propos d'ailleurs, il nous faudrait recréer un ministère de l'aménagement du territoire, de la planification, comme vous l'avez dit, un très bon terme, et des risques majeurs d'ailleurs, parce que ça permettrait de faire avancer les choses dans ce pays, parce que ça a été supprimé, et c'est vraiment quelque chose qui nous manque aujourd'hui, d'avoir une véritable institution qui gère ça au niveau national et qui donne les moyens, avec des moyens. Mais ce que je voulais dire, qu'il s'agit de former les acteurs aussi. Je citais les architectes. Les architectes, ils font partie des acteurs majeurs de la transformation de nos territoires, donc des garants de la résilience de nos territoires. Or,
Les architectes, quand ils sortent avec leur diplôme, ils ne savent pas construire en milieu inondable, en milieu sismique, en milieu cyclonique. C'est quand même assez catastrophique. À part quelques options, alors on a des cours optionnels. Moi, j'enseigne en 3e cycle, là. Mais ça sont des choix. Ça représente quoi? Ça représente 1%, même pas, des architectes diplômés. Alors, je parle des architectes, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres acteurs, jusqu'au niveau politique. Là, on parlait des petites localités, mais ils n'ont ni les moyens humains, ni les moyens techniques, ni l'expertise nécessaire à pouvoir aborder ces sujets qui sont éminemment complexes. Pourquoi ce sont des spécialités qui sont un peu désaffectées? Oui, enfin, il y a expliqué une comme prise ça, de- je ne dis pas que ça donne envie, personne n'a envie qu'il se passe des choses terribles, mais ça semble intéressant à tout le moins. Il y a un intérêt, on le voit chez les jeunes générations. Moi qui enseigne, comme je vous le dis, il y a réellement un intérêt énorme. D'ailleurs, chaque fois que j'ouvre un enseignement dans ce là, mais il y a foule. Il y a une demande dans la jeune génération de s'intéresser à toutes ces préoccupations environnementales. Mais d'un autre côté, on est un petit peu ancré dans un système qui date et qui a du mal à se sortir de certains carcans. Dans les écoles d'archi, précisément, bon, il y a quand même une espèce de caste, un petit peu de la vieille école de l'enseignement de l'architecture avec le maître et ses disciples, on le ressent énormément, et ces gens-là sont juste des diplômés architectes du type de l'avant 68, qui perdurent dans cette chose-là et qui refusent de faire rentrer en fait un petit peu de la science, de la recherche, de l'anthropologie, de redonner certaines valeurs en fait à cette discipline. Bon, voilà nos vieux architectes habillés pour l'hiver. Chez nos amis, chez nos amis les urbanistes. Oui, alors là, je ne serais pas d'accord. Il y a des très très bonnes formations sur la problématique des risques. Alors effectivement, oui, peut-être pas suivi par les architectes. Ce sont deux métiers différents. Oui, ce sont des métiers un peu différents. Moi, j'ai la chance de travailler pour une société néerlandaise et les Pays-Bas... C'est un pays ami. Tout à fait. Mais les Pays-Bas sont culturellement très sensibles aussi, comme les Japonais, à la question du risque, notamment la question de la montée des eaux, puisque ce pays ne devrait déjà plus exister. Ouais, submergé. Donc, chaque Néerlandais a cette notion de risque et la conscience du dérèglement climatique vraiment ancrée en lui. Et dans la société pour laquelle je travaille, alors on a principalement des urbanistes et des ingénieurs, mais on a aussi des architectes. S'ils n'ont pas été formés, on les forme nous-mêmes, du coup, oui, à ces problématiques-là. Ça devrait être dans le tronc commun, c'est ça que je veux dire, au moins pour que ces trois quarts de métier puissent parler entre eux, peut-être. Oui. Complètement, ça c'est un vaste sujet, le dialogue entre architectes et ingénieurs. Comme dans toutes les professions. Ah oui, ça, c'est un autre problème. Oui. Mais en tout cas, là encore, aujourd'hui, techniquement, ces formations, pour qui veut les acquérir, elles existent. Et si on ne les acquiert pas en formation initiale à l'école, on peut toujours les acquérir après au sein d'une entreprise. Et je voudrais quand même aussi rassurer les personnes qui nous écoutent. On a aussi beaucoup de projets vertueux qui intègrent cette question des risques et de la résilience dès le départ. Notamment, on a vraiment vu une bascule ces 10 dernières années dans tous les projets qu'on a appelés post-Fukushima. Donc Fukushima, c'est quand, suite à un tremblement de terre, raz-de-marée, submersion d'une centrale nucléaire située à Fukushima au Japon, et la catastrophe qui s'en est suivie, qui fait que la loi a évolué en Europe et on a, dans la logique ancienne de protection, décidé de rehausser toutes les digues de protection des centrales nucléaires, mais aussi de tous les sites industriels sensibles qui sont en bord d'un fleuve ou au bord de la mer ou d'un océan. Et donc ça, aujourd'hui, on est sorti de cette logique où on construit des murs et on surélève des digues, on fait des enrochements pour avoir des aménagements plus en éponge. On laisse rentrer l'eau, on prévoit des structures dans lesquelles l'eau peut rentrer et ensuite se retirer. Donc, pour moi, ça illustre quand même qu'on est en train de s'adapter. Alors, pas partout, pas systématiquement. Il y a encore des projets un peu datés, comme celui que vous avez cité. Mais on sait construire en zone inondable des choses perméables, construire sur pilotis, construire des structures qui vont pouvoir accepter qu'un fleuve ou une mer déborde et sans que ça mette à mal le bâtiment. C'est techniquement possible. C'est un peu plus cher. Boris Vieillechef ? Oui, non, mais c'est pas du tout. En fait, ça contribue pas du tout ce que je disais. Moi, je parlais du côté architecte, par contre, en architecture, puisque quand je suis revenu du Japon, j'ai été, comme je vous l'ai dit, le ministère est venu me voir. Enfin, le responsable m'a dit, il faudrait peut-être essayer d'insuffler ça dans la formation des architectes. Sont quand même des acteurs de la maîtrise d'œuvre qui sont très importants sur le territoire, et en plus, on leur enlève de plus en plus de fonctions. Ils s'occupent même plus d'économie du projet maintenant.
ils n'ont pratiquement plus rien. Et la formation se réduit à peau de chagrin, ce qui est un peu dommage parce que leur expertise pourrait, de par le fait qu'ils ont quand même une formation comme d'autres, assez pluridisciplinaire, multiscalaire, transdisciplinaire, je dirais plus, avec ce côté anthropologique qui est important dans la profession d'architecte, pourrait leur permettre d'apporter une expertise éclairée à partir du moment où ils seraient bien formés. Or, c'est pas le cas pour l'instant. Et c'est difficile de faire avancer les choses. Moi, ça fait 20 ans que je me bats pour que ça rentre dans le tronc commun des études d'architecture. C'est quand même regrettable. Alors, bien sûr, j'ai créé des enseignements, j'ai participé à d'autres enseignements en 3e cycle, mais ça reste toujours des optionnels. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, je parle ici des architectes, mais ça concerne aussi d'autres acteurs. Moi, ça me fait penser effectivement ce qu'on dit, c'est-à-dire techniquement c'est possible, mais ça reste encore volontariste, ou il y a des formations, mais c'est que pour ceux qui veulent. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'intégration des questions sociales, anthropologiques, sociologiques dans l'adaptation au changement climatique, parce qu'effectivement, il va falloir faire évoluer la formation initiale, la formation continue. Et je pense à un autre point qui est fondamental, c'est le droit du travail. Aujourd'hui, le droit du travail n'est pas adapté aux impacts du changement climatique. On se posait la question, la culture du risque, etc. Là, par exemple, les images qu'on a vues en Espagne, il y avait un... Dans le cas espagnol, c'était la question du télétravail qui se posait. Ces gens qui étaient coupés... par exemple, il y a la question du télétravail. Ils ne pouvaient pas travailler, alors que bon, ils étaient pas en danger de mort, France, par exemple, mais pas... quand il y a une alerte rouge niveau 3, il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas le droit du travail dit pas vous avez le droit de rester chez vous. Ça dépend de l'employeur. Voilà, il n'y a pas de règles communes. Je pense à une autre situation qui est assez parlante, quand on est dans des vagues de chaleur. Aujourd'hui, il y a uniquement le secteur du BTP, et encore pas tout le secteur, depuis 2024, c'est un nouveau décret qui vient d'apparaître, qui protège certains salariés lors de pics de chaleur, etc. Il y a des seuils qui sont très élevés. Voilà, il faut qu'ils fassent plus de 35 degrés à l'intérieur des bâtiments pendant assez longtemps. Mais il n'y a pas du tout que les travailleurs du BTP qui sont exposés à ces pics de la chaleur. Il y a plein de travailleurs et de travailleuses, notamment dans des travails précaires, des personnes qui ne sont pas forcément dans des bureaux, mais des personnes qui vont tout le travail du soin, dans les hôpitaux, tous les travaux dehors, etc. Donc on aurait besoin d'une adaptation du droit du travail face à ces nouveaux risques, que ce soit les vagues de chaleur, que ce soit les inondations. Et ça, en fait, c'est pas une question technique. On pourrait le faire, on saurait le faire, mais c'est une question de volonté politique. Et puis aussi, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est une question d'argent. C'est-à-dire que qui paye ? Où est-ce qu'on va chercher l'argent pour dire au-dessus de 35 degrés, vous pouvez rester chez vous pendant tant de jours. Qui va indemniser ? Par exemple, il y a des études où il y a des pays, en Italie par exemple, où ils réfléchissent à créer une branche supplémentaire de la sécurité sociale qui soit la branche liée au changement climatique, aux impacts du changement climatique. Donc ça veut dire que ça remet en cause notre fonctionnement social. Et donc, ce n'est pas une question technique, c'est une question d'organisation sociale. Je vous donne encore un dernier exemple. Par exemple, les feux de forêt. Aujourd'hui, en France, on est plutôt bon sur la gestion des feux de forêt. On a une culture du feu de forêt, notamment dans le sud-est de la France. Sauf qu'on est organisé pour avoir des feux de forêt dans le quart sud-est de mi-juillet à mi-août, en gros. Aujourd'hui, on a des feux de forêt sur l'ensemble du territoire, y compris, on l'a vu l'année dernière ou l'année d'avant, en Bretagne, dans des endroits où ça n'avait jamais été vu, de début juin, voire mai, à fin septembre. Donc, en fait, on n'est pas organisé pour avoir cette intensité d'événements climatiques. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'organiser mieux, pour ne laisser personne sur le côté ? Et encore une fois, je le redis parce que pour moi c'est pas important, il y a la question de l'adaptation au changement climatique, mais il y a aussi la question de l'atténuation, de la réduction de notre pression sur le système Terre. Tant que on fera ou l'un ou l'autre, et j'ai une petite crainte, c'est que en ce moment, notamment face à tout ce qu'on voit et tous ces phénomènes-là, on change un petit peu le fusil d'épaule en se disant maintenant faut s'adapter, on va mettre le focus, la volonté politique, l'argent sur l'adaptation.
il faut surtout pas oublier l'atténuation parce que sinon vraiment on se tire une balle dans le pied en fait. Si on n'atténue pas nos émissions de gaz à effet de serre, on ne fera que courir derrière quelque chose qui est inatteignable. Ça rejoint encore toute la culture du risque, en fait. Mais là, c'est au niveau des autorités. Hein. C'est pour ça que je dis il ne faut pas se préoccuper de la sensibilisation juste d'un petit groupe, d'une petite communauté, parce que la culture du risque, c'est tout un ensemble, jusqu'à la politique menée. Et il y a aussi une notion qui a encore une fois de plus été soulignée par, je voulais revenir dessus, par Nicolas, c'était celle de la mémoire. Alors ça, c'est une notion très importante dans le domaine des risques majeurs. Hein, on appelle ça la mémoire du risque. J'avais écrit pas mal d'articles là-dessus. Je vais vous citer un exemple simple. Hein. En Guadeloupe, j'ai été parachuté responsable de la reconstruction après un ouragan qui s'appelait l'ouragan Hugo, c'était en 89, qui avait détruit 80% de la partie grande terre de l'île. Et j'allais voir les gens à l'époque et je leur disais, mais votre maison, ça va, ça va tenir en cas d'ouragan. Mais par contre, au moins, dans le séisme, il faut savoir qu'ils sont sur une zone sismique où ils peuvent avoir des intensités identiques à celles qu'on trouve au Japon. Hein. On peut avoir des très forts séismes dans les Antilles. Et là, vous êtes tous morts là-dedans. D'ailleurs, les dernières estimations estiment que si on a un séisme important, majeur, en Guadeloupe, par exemple, sur une population de 400 000 habitants, on compterait entre 30 et 40 000 décès. Donc c'est énorme, hein. Il y a une destruction énorme. Donc et à l'époque, les gens me riaient au nez en me disant mais il n'y a pas de séisme ici. Pourquoi ? Parce que la période de retour d'un désastre de ce type-là, elle dépasse un certain nombre de générations. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a un phénomène de perte de mémoire en fait. Et aussi bien la population que les autorités passent au second plan progressivement cette problématique et on fait plus attention, ce qui fait que quand intervient l'événement, la catastrophe est bien plus grande. Et cette perte de mémoire est quelque chose d'essentiel dans les risques et il y a à plusieurs niveaux, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour être les garants un petit peu de cette mémoire, comme ça a été dit, qui doivent continuellement veiller à ce qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi ce risque-là, qu'il y a que ces populations qui sont aussi affectées, qu'on va rencontrer tel ou tel problème. Ça, c'est vraiment une notion vraiment importante dans le domaine des risques majeurs. C'est faute donc de génération pour transmettre cette mémoire-là. C'est un problème donc d'archives. Enfin, vous parlez de ça. D'archives et de pérennisation de cette culture du risque constante par l'action d'un nombre d'acteurs qui sont concernés par cette problématique. Il y a Volca dans le chat qui dit on est foutu. Je ne sais pas si on est foutu. On va partir du principe qu'on n'est pas foutu. En tout cas, prosaïquement, comment dire qu'est-ce qui guette les grandes villes ? On parle de l'Espagne, voilà, on va remettre cette actualité au centre de nos préoccupations un petit peu plus égoïstes, qui sont la France. Bon, en fait, ça pourrait être n'importe quel autre pays européen, peut-être, mais qu'est-ce qui guette nos grandes villes de France ? Aujourd'hui, c'est quoi l'aléa climatique qu'on devrait craindre et qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Le plus terrible des scénarios qui pourraient arriver aujourd'hui, en coup de dommage, la prospective, c'est que la Seine déborde, et ça va arriver. On a eu une crue en 1910, elle va se reproduire. Et ce pas les petits bassins, ce sont pas les quelques bassins de rétention qu'on a construits qui vont faire. Il faut savoir qu'à la RATP, ils n'ont toujours que des sacs de sable. Alors, les dernières estimations estiment quand même à 350 000 personnes inondées, 700 000 impactées sans eau potable pendant plusieurs semaines. Et on a de quoi couvrir on a de quoi couvrir avec Rungis, etc. et les stocks, la population en 3-4 jours, 5 jours maximum en nourriture et en eau. Donc ça va être catastrophique. C'est la paralysie de toute la ville, tous les réseaux d'eau potable, d'électricité, les transports. Enfin, ça va avoir un impact monstrueux. On estime les dommages financiers simplement. Pareil, il y a tous les dommages humains à environ entre 30 et 50 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, le fonds Barnier, ça représente quoi ? 300 millions ? Avec la petite augmentation de 75 millions qu'il a rajouté, on est très très loin des chiffres. Rien que côté assurance, les 3 inondations du Nord, dans le Nord, là, rien que côté assurance, côté dommages sur les exploitations et sur les biens, on en est à 550 millions. On est très très loin en fait de la petite augmentation de 75 millions qui a été accordée. Nicolas Ledoux, je passe la parole après immédiatement. Alors, votre livre s'appelle Réinventer la ville. Ouais. Alors, eu égard à ces perspectives qui sont pas très heureuses, mais bon, qui adviendront certainement. Comment on réinvente la ville ? On la végétalise d'abord beaucoup plus. Je reviens sur mon dada favori, la désartificialisation des sols, mais vraiment tout ce qui peut être débitumé doit l'être. On a vu ces grands parkings de supermarchés inondés.
il n'y a rien de plus simple que de désartificialiser un parking. On n'a pas besoin que le parking soit recouvert On enlève le bitume. de bitume. Exactement. Et souvent, en plus, comme ces centres commerciaux ont été construits sur des terres agricoles, dessous, on a plutôt un sol de bonne qualité et il n'y a pas besoin d'enlever des réseaux. Enfin, voilà, il n'y a pas de superstructure sous ces parkings-là. Donc ça peut être un truc très rapide sur lequel tous les propriétaires de centres commerciaux pourraient s'engager. Ce serait probablement assez vertueux et c'est pas très coûteux pour le coup. On fait ce que font plein de villes dans le monde, mais notamment la ville de Paris. On crée des cours oasis, donc on désartificialise toutes les cours d'école, de collège, d'école maternelle et de crèche pour retrouver le sol naturel et les planter. Et en plus, ça fait des espaces de jeu beaucoup plus sympathiques pour les enfants que la bonne vieille cour de récré en goudron. Et puis, on végétalise tout ce qui peut l'être. La ville de Paris a créé 2 premières forêts urbaines, place de Catalogne et à Charonne. Il y en a une 3e qui va voir le jour devant l'hôtel de ville. Alors ça peut sembler être un peu anecdotique à la hauteur de la surface de Paris, mais c'est un bon moyen de démontrer par l'exemple que on contribue à désartificialiser les sols, à augmenter cette capacité d'éponge des villes, et en même temps, on contribue aussi, et à proximité, ça se mesure, à réduire de quelques degrés la température quand on est en pic de chaleur durant l'été, ce qui est aussi extrêmement bénéfique pour les conditions de vie futures dans nos villes. Et Ouais. Et après Boris, pardonnez-moi. Alors moi, je pense pas du tout qu'on est foutu. Au contraire, on a énormément de solutions qui sont à notre portée. Par rapport à la question de qu'est-ce qui va se passer, quels sont les risques que vous posiez, on a beaucoup de données, et notamment, encore une fois, le dernier rapport du GIEC, qui est très bien fait, qui étudie les risques spécifiques pour l'Europe de l'Ouest et donc pour la France, identifie les 4 risques majeurs sur lesquels, en tout cas, la France métropolitaine est confrontée. C'est effectivement les inondations, en numéro 1, avec une intensité, une fréquence beaucoup plus importante. Les vagues de chaleur, comme on connaît cet été un petit peu moins, mais comme on a connu les étés précédents, les feux de forêt. Et les pertes agricoles, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, ça fait plusieurs années qu'en Europe de l'Ouest, on a quand même des rendements agricoles qui s'effondrent. L'huile d'olive, le vin, tous les arbres fruitiers, etc. Alors, comme on est un pays riche, en fait, ce qui se passe, c'est juste qu'on importe plus, et donc ça augmente le prix, en fait, des denrées, ce qui revient à la question des inégalités que je soulevais tout à l'heure. Mais dans d'autres pays qui vont avoir moins de capacité d'importation, ça fait des famines tout simplement. Donc ça, en tout cas, c'est les risques majeurs. Et pour les territoires ultramarins, ça va être aussi des tempêtes, des typhons. C'est les risques majeurs auxquels on est confronté. Et à l'inverse de ce que disait la personne dans le chat, on n'est pas du tout foutu puisqu'on a des solutions, que ce soit des solutions techniques. Effectivement, la désartificialisation, c'est un enjeu majeur, voire même déjà avant de désartificialiser, il faut arrêter d'artificialiser parce qu'aujourd'hui c'est encore ce qu'on fait malheureusement dans des endroits où effectivement c'est pas nécessaire. Avoir des cours d'école en terre, en fait, c'est pas grave pour les enfants. C'est pas grave pour les enfants. Au contraire, c'est mieux. Tout à fait. Et après, il y a aussi des aménagements. Si je reprends l'exemple des écoles, il y a des aménagements sociaux. On sait que aujourd'hui, par exemple, on a des prévisions. En 2030, il y a 1 300 000 enfants de maternelle qui vont être confrontés à des températures à plus de 35 degrés à l'intérieur des classes, plusieurs jours par an. Et notamment, certains départements, Paris, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, où on a 100% des enfants qui vont être confrontés à ces températures-là, ce qui a des conséquences concrètes. Ça veut dire qu'au-delà de ces températures, il y a une perte d'efficacité cognitive, donc les enfants apprennent moins bien, etc. Donc des conséquences vraiment pour l'apprentissage des enfants. Ce qu'on peut faire, c'est organiser l'année scolaire différemment. Pas passer le bac le 25 juin quand on a des risques importants qu'il y ait une vague de chaleur qui fasse 42 degrés en France métropolitaine. Par contre, ça implique des changements assez radicaux aussi. Ça va avoir des impacts sur le travail. Si on se dit que finalement, il faut que le temps scolaire soit peut-être différent, réparti différemment au sein de l'année, qu'on ait plus de vacances en hiver et moins en été, ou inversement, ça veut dire ça va impacter la vie des parents, ça va impacter l'organisation sociale, le périscolaire. Je parlais du droit du travail, mais voilà, ça va avoir plein d'impacts. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le... En fait, c'est comment on s'organise. Est-ce qu'on s'adapte ? Voilà, comment on s'organise
s'organise collectivement, techniquement avec des solutions d'aménagement et socialement. Mais en fait, pour faire ça, il faut effectivement avoir une impulsion. Et tout à l'heure, on parlait un peu de planification. On a en France un service qui s'appelle le Secrétariat général à la planification écologique. Donc on pourrait se dire, waouh, c'est super, vraiment il y a une planification écologique. Malheureusement, ce service-là, il a été rétrogradé avec la nomination du gouvernement Barnier. Auparavant, il était rattaché directement au Premier ministre. Et là, il a été un peu rétrogradé. Il n'est plus rattaché au Premier ministre. Donc ça, c'est un indicateur quand même qui est assez inquiétant dans la situation actuelle. On n'a pas le temps en fait de tergiverser, de se dire que ça passera après, etc. C'est pareil pour toutes les coupes budgétaires. Le budget de l'ADEME, qui est l'agence pour la transition écologique, qui a été raboté de 35% là il y a quelques semaines. Le fonds vert, qui est le fonds pour l'adaptation des collectivités, des projets territoriaux, qui a été raboté aussi de 1,5 milliard d'euros. Donc on a vraiment des signaux en fait qui sont contradictoires entre des fois un message qui est assez volontariste et une réalité qui est un petit peu plus timide. Boris, je vous ai coupé la parole, pardonnez-moi. Oui, non, merci. C'est rien. Dans les risques en France, oui, il y en a même d'autres. Hein. Il y a là-bas, on en a parlé, la rétraction des argiles, là c'est les sécheresses. On a aussi des risques anthropiques, rupture de barrages. On a parlé des centrales nucléaires, on a parlé des accidents AZF, etc., qui sont aussi des risques à prendre en compte, hein. Surtout avec nos agglomérations qui croissent et qui phagocytent en fait certains sites d'ailleurs qui deviennent dangereux alors qu'ils ne l'étaient pas avant, qui augmentent donc la vulnérabilité. Il faut savoir, plus on va croître, plus on va augmenter d'autres vulnérabilité en plus, donc ça c'est un facteur à prendre en compte dans le risque, hein. C'est pour ça que la croissance du risque est exponentielle en fait, hein. Au-delà des simples aléas eux-mêmes, notre développement fait qu'on augmente le risque aussi. Et il y a qu'est-ce que je voulais dire, je voulais aussi ajouter une chose. Ah oui, ça va prendre un certain temps, c'est certain. Alors je suis pas pessimiste au point de dire on n'a pas de solution, justement ce qu'a dit, on a des solutions, il y en a plein, on l'a vu au niveau politique, au niveau social, au niveau technique, etc. Mais ça va prendre un certain temps. Donc il faut prendre du recul, il faut sortir de l'échelle de réélection d'un gouvernement à l'autre, parce que là on n'y arrivera pas, c'est clair, mais il faut s'y mettre tout de suite, déjà. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, en parlant de projets d'architecture et projets architecturaux et urbains, chaque projet est une occasion de réduire la vulnérabilité d'un territoire, quelle que soit son échelle. Donc, et ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que si on s'y met dès maintenant, en changeant progressivement les choses, comme elles doivent se faire dans la logique en fait, de la progressivité avec une temporalité qui est quand même assez longue, on va pouvoir y arriver. Mais il faut vraiment s'y mettre tout de suite et y mettre les moyens en plus. Dans le chat, Débrick. Salut Débrick. Oui, un peu tard pour te saluer, on a bientôt terminé, mais salut quand même, reste avec nous jusqu'à la fin. Débrick qui vous dit aussi bonsoir. Et voilà, sa question est un peu provoque. Elle dit pour réinventer une ville, est-ce que finalement il ne faudrait pas commencer par la détruire ? Bon, derrière sa question, c'est est-il possible d'adapter nos villes à l'aléa climatique, Nicolas ? Je vais laisser Nicolas. Alors, surtout pas les détruire, pour une raison toute simple, c'est que ces villes, elles emprisonnent beaucoup de carbone. Et tout ce qu'on a construit, c'est du carbone. Et donc, il faut éviter le plus possible de démolir ce qu'on a. Par contre, il faut le transformer. Et c'est beaucoup plus intéressant à faire pour un architecte ou un ingénieur. Prendre ce qui est déjà là et l'adapter. Ce serait vraiment trop facile de se dire on arrête de vivre en ville, on va tous vivre à la campagne. Ça, ce serait absolument catastrophique du point de vue du climat. Si on s'amusait tous à quitter nos villes pour s'installer à la campagne, on démultiplie les déplacements. Or, aujourd'hui, les transports, c'est le premier secteur d'émissions, devant le bâtiment, en termes d'émissions de carbone. Et on viendrait artificialiser de fait les campagnes. Donc, c'est vraiment pas le truc à faire. Mais il faut trouver des moyens sur ces villes denses, peut-être effectivement d'arrêter de les faire grandir. On a peut-être atteint un cap pour les plus grandes métropoles. En tout cas, c'est certain d'arrêter de les étaler. Donc, il faut travailler sur ce qui a déjà été artificialisé, l'adapter, parfois monter un peu en hauteur, densifier. Et puis, partout où c'est possible, partout où il y a encore de l'espace disponible, retrouver le sol naturel. On vit dans un milieu qu'on a complètement transformé, on appelle ça l'anthropocène, pour utiliser un mot savant, mais il faut retrouver à un moment cette connexion avec le milieu naturel, c'est le meilleur moyen de se réadapter à cet environnement changeant.
Et Maurice, l'architecte, de toute façon, souscrit, je crois. on va devoir réduire notre consommation énergétique. Ça, c'est certain. On le sait, il y a un pic en 2050, c'est à peu près prévu, où ça va vraiment être problématique. C'est qu'on ne va plus avoir la possibilité de fournir l'énergie comme on la fournit aujourd'hui. Donc ça, de toute façon, il va falloir le réduire. Et ça va être une opération qui va être difficile à mener. Et en parlant de la destruction, qui est aussi polluante, si ce n'est plus que la construction d'ailleurs, il y a des paradoxes. Par exemple, je prendrai le simple exemple, la tour INSEE que beaucoup de gens connaissent, à Paris, qui a été détruite. Après, malgré manifestation de tous les gens qui habitent dans les environs et ainsi que d'autres personnes, le gouvernement actuel a décidé de la détruire pour reconstruire un bâtiment exactement de la même surface, pour y implanter des bureaux ministériels d'ailleurs. Et je rebondis sur cet exemple-là, où la question des transports, c'est là que pour moi, qui ne suis ni architecte ni urbaniste, mais elles ont toute leur rôle à jouer dans l'adaptation, comme on l'a dit, des villes, et aussi la réduction de notre empreinte carbone. Quand on conçoit de nouvelles infrastructures, que ce soit des bâtiments, que ce soit des infrastructures de transport, etc., c'est aussi une opportunité de se dire, déjà, l'infrastructure, elle peut être plus adaptée, plus résiliente, plus végétalisée, mais elle peut aussi être moins consommatrice en CO2, en déchets, en plastique, en pétrole, etc. Et puis peut-être qu'on peut en profiter pour raccourcir les distances entre le travail, l'école et le domicile, du coup, ce qui permettrait aussi de baisser nos émissions de CO2 dans les transports, d'avoir de l'alimentation qui soit proche, de pouvoir s'approvisionner dans un rayon de, par exemple, 50 km, ce qui permettrait d'avoir une empreinte carbone de notre alimentation plus réduite. Donc en fait, c'est tout un écosystème à repenser. Le mot systémique a été prononcé tout à l'heure, et je pense que ça, c'est vraiment une des clés aujourd'hui, que ce soit pour l'atténuation de notre empreinte ou l'adaptation de nos villes et de nos campagnes aussi, On a besoin de cette pensée systémique, de ce dialogue en fait entre les différents acteurs, entre les différents niveaux international, national, local, et entre les différents professionnels et les citoyens, les citoyennes, pour trouver des solutions qui soient durables. 18h58 passé de 32 secondes, chers amis, c'est malheureusement quasiment déjà l'heure de nous quitter. Mais comme mes invités précédents, je vous refile la patate chaude du mot de la fin. Cher Nicolas Ledoux, le mot de la fin ou le mot de la suite, c'est vous qui voyez ? Plantez des arbres partout où vous le pouvez. Allez voir votre maire pour le convaincre de planter des arbres. MAIRE. Le mot de la fin ou le mot de la suite ? Il y a une consultation qui s'ouvre sur le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est en ligne, donc proposer des solutions, demander au gouvernement de mettre les moyens sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Le message est passé. Boris Valiachev, le mot de la fin. Alors, un mot de la fin. La phrase de la fin, vous avez le droit de le chantier est immense, mais il faut changer de paradigme, ça c'est clair. On a un système actuel qui arrive à saturation, à essoufflement. On a des assureurs qui nagent à contre-courant, même en augmentant les primes là où il y a le plus de risques. On ne va pas demander à des Guadeloupéens de venir habiter dans l'Hexagone ou à des Japonais de déménager parce qu'ils ont plus de risques qu'ailleurs. Donc là, on va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Donc il faut changer de paradigme, il faut mettre l'accent plus sur la prévention plutôt que sur la guérison. On le sait, en France, on a un proverbe, mais il vaut prévenir que guérir. Mais ça s'applique aussi là. Donc voilà, le chantier est ouvert, mais il faut s'y mettre. On a encore des solutions, mais il faut s'y mettre dès à présent. Et le mot de la fin de Volca, le mot de la fin, on est foutu, bis repetita. 18h, 19h pile. Merci à tous les trois, merci d'avoir répondu aux questions du chat, d'avoir répondu à mes quelques questions, elles n'ont pas été si nombreuses que ça. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, c'est la fin de ce stream, chers amis. Merci aussi à vous, bien sûr, dans le chat, pour vos questions, pour vos coups de gueule, vos marques de sympathie. Il n'y a pas eu beaucoup de coups de gueule, ce soir vous en faites de moins en moins, des coups de gueule, c'est très bien, vous posez de plus en plus de questions, vous êtes de plus en plus nombreux, et je m'en félicite. Merci aussi, bien sûr, à ma droite, à Cyril à la Réal. Merci à Jérémy à la Monnaie qui vous lit, qui vous censure quand vous êtes pénible, mais vous n'avez pas été pénible. Merci aussi à Jeanne à la programmation.
d'animation. Ce stream, vous l'avez entendu, vous pouvez aussi le voir, le réentendre, pour le revoir. Il est disponible en replay sur la chaîne Twitch de France Info, mais aussi sur la chaîne YouTube de France Info, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui aiment le son de la maison de la radio et de la musique, le stream est à réécouter en podcast sur l'appli de Radio France. Nous, on se retrouve déjà demain jeudi, pour 2 autres heures de stream. Avec quoi au programme, Jeanne? C'est 17h, 19h, nouveaux horaires. On teste l'horaire, vous nous direz si ça vous convient. Qu'est-ce que nous avons au programme, Jeanne, programmatrice du stream, pardon. C'est la fin. Allez. Eh bien déjà, bonsoir à tous. Bravo, c'était très intéressant. Et mon cher Ludo, demain, on va d'abord parler de la campagne présidentielle, donc des élections aux USA. On va en apprendre un petit peu plus, on va faire le point. Et ensuite, on va faire le bilan de la COP 16. Voilà, voir un petit peu ce qui s'est passé et parler de biodiversité. Merci, chère Jeanne. Donc on se donne rendez-vous demain. J'en profite pour vous dire un peu à l'avance que mercredi prochain, on va faire une spéciale élection américaine avec 3 heures de stream. C'est inhabituel, c'est pour vous, c'est super, on est très contents. Donc ce sera le lendemain de l'élection qui a lieu la nuit. On n'aura peut-être pas les résultats tout de suite, mais au moins on a 3 heures pour en parler avec plein de gens que Jeanne justement est en train de booker. Le lendemain, jeudi prochain, on sera off puisqu'on aura fait tard le mercredi. Et puis surtout, on va vous donner rendez-vous le lendemain, le vendredi, puisqu'on vous emmène au Sable d'Olonne. On délocalise le stream à l'occasion du Vendée Globe. On va parler océan, voile, préparation de skipper, environnement, grand large et grandes idées. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous donc demain de 17h à 19h. Pas vraiment de bonheur, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.